Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. On va effectuer un retour sur le repêchage de la NFL, mais également le repêchage de la Ligue canadienne de football. On va se concentrer sur les sélections des Alouettes de Montréal. Et en compagnie de Marc-André, on va parler également au niveau du repêchage de la NFL. Quelles sont les équipes qui ont vraiment aidé leur carrière de deuxième année? On se souviendra que l'année dernière, ça avait été une classe historique à la position de carrière, bien sûr menée avec le tout premier choix du repêchage, Caleb Williams, et la révélation que Jaden Daniels avait été. Alors, on va discuter tout ça avec Marc-André. On va répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez envoyées. Bref, on a un épisode chargé du podcast et on va également avoir une entrevue avec le tout premier choix du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football. Je parle bien sûr du Montréalais Damien Alford qui a été sélectionné par les St. Peters de Calgary. Alors, cet épisode du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. La saison des repêchages est déjà terminée. Marc-André, on en avait parlé pendant plusieurs semaines. Le repêchage de la NFL, puis là, il y a eu le repêchage de la Ligue canadienne mardi soir. Et puis, c'est ça, là t'es tellement excité que tout s'écroule autour de toi. Mais sérieusement, oui. Donc, la Ligue canadienne, comme je viens de le dire, Damien Alford a été le tout premier choix du repêchage de la Ligue canadienne de football, ce qui a été une surprise. Mais on va commencer en parlant du repêchage des Alouettes. Les Alouettes qui avaient la 5e position de la première ronde du repêchage de la Ligue canadienne. Puis on a arrêté notre choix du côté de Danny Machocha et de ses hommes sur Tiger Shanks, un produit de l'université UNLV, un bloqueur. Il a joué à la position de bloqueur à gauche pour les Running Rebels. C'est lui qui a été le choix de première ronde. Exactement, Didier. Un pan de mur, comme on dit, 6 pieds 5, 325 livres. Vraiment, on avait identifié un besoin à la position de ligne à l'attaque du côté des Alouettes avec la retraite de Christian Mack et le départ, entre autres, de Philippe Gagnon. Puis je pense que Tiger Shanks, écoute, selon PFF, il a seulement alloué un sac sur 410 protections sur des jeux de passe. Donc, ça m'a tout l'air d'un joueur intéressant du côté des Alouettes qui euh, pourrait peut-être jouer à la position de bloqueur à gauche dans un avenir plus ou moins rapproché. C'est un gars aussi qui a beaucoup voyagé. Il est passé du temps en Chine, en Oregon, vient de Vancouver. Donc, c'est un gars qui a roulé sa bosse, étant dans la vie qu'au football. Qu'as-tu pensé, toi, de cette sélection-là de la part des Alouettes? Oui, comme ça mentionné, on avait besoin de profondeur au sein de la ligne à l'attaque. Tu sais, dans les tranchées, tu n'as jamais assez de joueurs de qualité. Puis on l'a vu du côté des Alouettes, lors des dernières années, du moment qu'il y avait un blessé, là, ça chamboulait là, les plans au niveau de la ligne à l'attaque. La ligne à l'attaque des Alouettes qui n'était pas nécessairement une force non plus, on va se le dire, lors des dernières saisons, tu sais, d'une semaine à l'autre, on n'était pas certain des genres de performances qu'elle allait offrir en termes de protection, mais également au niveau du blocage du jeu au sol. Mais pour ce qui est de Shanks, de qu'est-ce qu'on dit de lui? Tout d'abord, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il a été partant pendant 4 saisons au niveau du football universitaire américain. Puis ça, c'est une tendance que j'ai remarqué lors du repêchage. C'est que il fait un temps, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, les joueurs canadiens qui étaient repêchés au niveau de la Ligue canadienne, qui jouaient du côté de la NCAA, souvent, ils n'avaient pas nécessairement beaucoup d'expérience. Ils faisaient partie de l'équipe, mais ce n'était pas nécessairement des partants au niveau du football universitaire américain. Certains arrivaient de gros programmes, mais ils n'étaient pas expérimentés. Mais là, on a vu là, lors du repêchage de la Ligue canadienne, que ce soit en première, en deuxième ronde, il y a des joueurs canadiens qui ont une trentaine, une quarantaine de départs au football universitaire américain. Puis c'est le cas justement de Shanks, du choix première ronde des Alouettes. Là. Il a été partant pendant 4 saisons. On dit de lui que c'est un joueur qui est très intelligent, qui a un haut QI de football. Il est très agile, très athlétique. Ça, c'est vraiment sa force. C'est un joueur qui n'a pas de misère justement à suivre au niveau de ses jeux de pied, les ailiers défensifs qui sont rapides. Ça, c'est une qualité qu'on a besoin à la position de bloqueur. Bien sûr, avec les ailiers défensifs qui sont un petit peu plus petits, mais très rapides, très explosifs du côté de la Ligue canadienne de football. Puis, c'est un joueur qui semble avoir le potentiel d'être un partant, possiblement dès cette saison. On va suivre ça là, lors du camp d'entraînement des Alouettes qui arrive à grands pas. Hein.
Ça va commencer le 11 mai, dimanche le 11 mai à Saint-Jérôme. Alors ça, c'est un joueur qui va être un partant éventuellement au sein de la ligne à attaque des Alouettes. Vraiment une bonne sélection, je crois, de la part de Danny Machocha et de ses dépisteurs. En deuxième ronde, les Alouettes ont jeté leur dévolu sur le maraudeur Nate Beauchemin, des Dinos de Calgary. Nate Beauchemin, 14 passes rabattues, 8 interceptions en 28 matchs au circuit dans le football universitaire canadien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 3 interceptions qui ont été retournées sur des touchés. Je pense que c'est un gars qui pourrait, comme on dit, bien fitter là, dans la défense de Noel Thorpe. Un gars actif, un gars on crée des jeux. C'est souvent ça l'identité de la défense des Alouettes au cours des dernières années. On n'est peut-être pas la meilleure défense, mais lorsqu'on a l'opportunité de créer des jeux, de créer des revirements, je Des pense que Nate revirements, oui. Beauchemin pourrait s'inscrire dans ce moule-là qu'on veut donner à cette défense-là. C'est un joueur vraiment étiqueté Noel Thorpe. Oui, puis en plus, on avait un besoin à la position de maraudeur pour un maraudeur réserviste derrière Marc-Antoine Dequoy. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, la saison dernière, lorsque Dequoy avait subi une commotion cérébrale, il avait raté un match ou deux. Là, je ne me souviens plus exactement du nombre de matchs qu'il avait raté, mais on n'avait pas un réserviste canadien. Puis là, ça avait fait boule de neige au niveau de la formation. Là, on avait utilisé un maraudeur américain. On avait dû mettre un partant canadien à une autre position. Ça, c'est quelque chose qui est tellement plus simple au niveau de la Ligue canadienne. Tu sais. Si tes réservistes à tes joueurs partants canadiens sont également des Canadiens, mais là, tu n'es pas obligé justement là, d'y aller de tous ces changements-là au niveau de ta formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait grandement besoin, si jamais de quoi se blesse, d'avoir un joueur qui est en mesure de le remplacer au sein de la formation. Il n'a pas nécessairement le même style que Marc-Antoine Dequoy. Il n'est pas aussi rapide que Dequoy. Bon, il n'y a pas beaucoup de maraudeurs canadiens qui sont aussi rapides que Marc-Antoine. Donc, mais qu'est-ce qu'on dit de lui, c'est que c'est un joueur qui amène un élément de robustesse. C'est un cogneur, il couvre pas autant de terrain que de quoi. Donc, c'est un autre type de joueur, mais toutefois, comme je l'ai dit, au niveau du ratio, c'est important d'avoir un maraudeur réserviste canadien. Puis là, on en a un maintenant du côté des Alouettes. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir ce joueur-là lors du camp d'entraînement. Il y aura certainement un impact sur les unités spéciales pour débuter. Oui, Beauchemin, ça serait définitivement, intéressant oui. de voir. Parlant d'un joueur qui pourrait avoir un impact sur les unités spéciales, Gabriel Lessard, choix de troisième tour, est l'un des 5 Québécois repêchés par les Alouettes, le secondaire de l'Université des Carabins de l'Université de Montréal. On dit à Montréal que c'était l'un des meilleurs joueurs, justement, sur les unités spéciales. Ça t'en prend dans la Ligue canadienne de football. C'est un aspect du jeu qui est important. Je pense que Gabriel Lessard s'inscrit dans cette lignée-là. Je pense qu'il pourrait devenir vraiment un joueur important sur les unités spéciales des Alouettes. Ouais, ben, t'as tellement raison, Marc-André, parce que comme je le disais, on avait un besoin au niveau de la ligne à l'attaque. Ça a été répondu avec la sélection de Shanks, un besoin d'un maraudeur canadien réserviste derrière Marc-Antoine. De quoi? Avec Nate Beauchemin. On a comblé là, ce besoin-là. Au niveau des unités spéciales, les Alouettes ont perdu quelques joueurs canadiens là, qui faisaient du bon travail sur les unités spéciales, dont notamment un autre ancien secondaire de ligne des Carabins, Frédéric Chagnon, qui a pris sa retraite au Mhm. cours de la saison morte. Alors, ben là, c'est ça. Danny Bachocha s'est pas cassé la tête. Il est retourné à son ancienne université, l'Université de Montréal, avec la sélection de l'Essar. Ça, c'est un joueur qui, en théorie, devrait être en mesure de contribuer au niveau des unités spéciales dès cette saison. C'est en mesure de se tailler un poste au sein de la formation des Alouettes. Alors, tu sais, tu le vois, là, Danny Machocha, il avait un plan, il a été en mesure de l'exécuter avec ses dépisteurs. On a comblé les besoins qu'on avait. La question maintenant est de savoir est-ce que ces joueurs-là vont réellement performer comme on l'anticipe du côté de l'organisation montréalaise. Exactement. Puis là, on parle par la suite de joueurs qui pourraient, c'est ça, ce sera des réservistes. En troisième ronde, les Alouettes ont repêché Hakeem Harris, un receveur de l'Université Davenport en Division 2 dans la NCAA. Lui, ce qui est intéressant, Harris, c'est qu'il a connu au camp d'évaluation de la Ligue canadienne, il a connu un camp exceptionnel. Ses chiffres, il est très athlétique, ses chiffres sont vraiment impressionnants. J'ai hâte de voir personnellement ce que ça va donner avec les Alouettes, mais on parle d'un joueur qu'on pourrait potentiellement développer derrière un Tyson Philpott. En quatrième ronde, les Ouais, Alouettes puis ont oublie pas, repêché. Marc-André, Oui, vas-y. excuse-moi, Oui. avant d'enchaîner, oublie pas, les Alouettes ont perdu en plus. Tu parles justement, là, est-ce qu'il va jouer le rôle de réserviste derrière Phil Pott? Puis on a perdu Keandre Grant, hein, qui a quitté pour Ouais. Edmonton via le marché des joueurs autonomes.
Ça, c'est une des forces du côté des Alouettes lors des dernières saisons. Le fait qu'on misait sur deux receveurs canadiens explosifs. C'était pas deux excellents receveurs canadiens. Non, c'est deux excellents receveurs de passe, point. Là. Ils faisaient partie des meilleurs receveurs de passe de la Ligue canadienne, Phil Pott et Julian Grant. Malheureusement, les deux ont fait plusieurs séjours sur la liste des blessés. Souviens-toi, là, la saison que Phil Pott connaissait avant de se blesser à une cheville. Il a dû être opéré. Puis là, bon, on espère qu'il va être à 100%. Il est prêt pour le début du camp d'entraînement. Mais c'est ça. Donc, on avait un besoin. Là. Le talent canadien avait diminué durant la saison morte en raison de retraite de certains joueurs, en raison de joueurs qui ont quitté via le marché des joueurs autonomes. Alors, on va voir qu'est-ce que Harris va donner à Kim Harris, parce que Julian Grant, je ne crois pas qu'il est du calibre de Julian Grant, mais on avait encore une fois un besoin d'aller ajouter de la profondeur canadienne au sein de la formation des Alouettes. On a repêché en quatrième ronde côté des Alouettes le demi-offensif, le porteur de ballon Keanu Yazbek, qui évoluait à l'Université Western. C'est plus de 1000 verges, en fait, plus de 1100 verges, 1137 pour être exact, 10 touchés Hmm. dans un système vraiment à deux porteurs de ballon l'année dernière. Encore là, on a peut-être des trous à combler, des besoins à combler. Là, on a, avec le départ notamment de Joshua Nantwi l'année passée, peut-être qu'il y a des ouvertures là, pour ajouter un porteur de ballon. Euh, 200 livres autour de 6 pieds. Bref, j'ai bien hâte de voir. As-tu d'autres choses à dire sur Keanu Yazbek, qui est originaire de Kirkland, qui est un Québécois en passant? Oui, ben oui, Western Ontario, l'alma mater de Pierre Vercheval. On mise sur Sean Thomas Arlington comme demi à l'attaque canadien. Bon, Sean Thomas ne rajeunit pas nécessairement. Alors, ouais, c'est un besoin, tu l'as dit, on avait échangé durant la saison de Joshua Antwi. Alors, c'est ça, c'est comme si les Alouettes avaient leur liste d'épicerie puis ils l'ont coché, là. Mhm. Chaque item qu'ils avaient besoin, ils l'ont coché lors du repêchage. En cinquième ronde, les Alouettes, Danny Machocha est retourné dans son ancienne équipe avec les Carabins, repêché Gabriel Maisonneuve, un allié défensif qui jouait l'année Mhm. dernière opposé à Jeremiah Ojo à Montréal. Seulement 6,5 sacs du corps au niveau universitaire. Gabriel Maisonneuve, il paraît-il qu'il devrait rester ou demeurer aux études la saison prochaine, mais quand même, encore là, on parle de joueurs qui peuvent qui sont quand même habiles et qui peuvent donner un sérieux coup de main sur les unités spéciales. Oui, puis écoute, c'est tant mieux s'il poursuit ses études la saison prochaine. Il va retourner avec les Carabins. Il va être en mesure de poursuivre son développement. Alors ça, c'est juste une bonne chose pour lui. Alors pour les Alouettes, peut-être en 2026, ben justement, ils vont pouvoir miser sur Maisonneuve afin d'ajouter de la profondeur. Je sais, j'arrête pas de répéter le mot profondeur, mais c'est ça, là. Vraiment, là, lorsqu'on est rendu en cinquième, sixième ronde du repêchage. Puis, Danny Machocha connaît très bien ces joueurs-là. Il ne faut pas oublier que Mario Gadeluca, son bon ami avec qui il a travaillé pendant de nombreuses années, que ce soit avec les Cougars de Saint-Léonard, à l'Université de Montréal également, ils ont une très bonne relation. Alors, Danny a des bonnes informations là, concernant les joueurs des Carabins. Alors, ce n'est pas une coïncidence s'il en repêche régulièrement, mais que ces joueurs-là performent également lorsqu'ils sont en mesure de percer la formation des Alouettes. On ne peut pas reprocher à Danny Machocha de ne pas repêcher dans sa cour parce que aussi en sixième ronde, repêcher le receveur Isaac Gaillardès, oui, de l'Université Laval, Didier. Ton boy, je te laisse parler Ben oui. d'Isaac Gaillardès. Ben ouais, les frères Gaillardez. Bien sûr, là, j'avais un chandail justement j'ai toujours un chandail de Isaac, mais là, un t-shirt, mais là, je pourrais plus le porter. Là, j'ai fait une publication sur Instagram justement hier. Parce que ça, je pourrais plus le porter. Ça va être bizarre, Marc-André, là, si je me pointe à un entraînement des Alouettes en portant son t-shirt. Là, j'arrive pour l'interviewer. Mais blague à part, Gaillardez, qui a été un excellent joueur pour le Rouge et Or de l'Université de Montréal, on verra s'il sera en mesure de se tailler une place au sein des Alouettes. Mais, tu sais, comme tu l'as dit, Danny, il l'avait dit, tu sais, puis ça, je le répète souvent, mais Danny Machota, c'est un homme de parole. Je me souviendrai toujours, lors de son point de presse, lorsqu'il avait été embauché à titre de DG des Alouettes, il avait dit, à talent égal, on va toujours choisir un joueur du Québec. Puis là, après de nombreuses années, il a tenu parole. Il a toujours tenu parole, Danny, à ce niveau-là. Il est conscient de l'importance d'avoir des joueurs du Québec. Bon, c'est sûr, ça aide au niveau de la relation que les partisans ont avec l'équipe.
avec les Alouettes, la formation montréalaise, mais aussi pour les joueurs du Québec, de porter l'uniforme des Alouettes, ça veut dire quelque chose, c'est important. Je me souviendrai toujours du discours de Marc-Antoine Dequoy après la finale de l'Est il y a 2 ans, lorsque les Alouettes avaient éliminé les Argos pour participer au match de la Coupe Grey. Puis il avait dit, écoute, je me souviens à l'époque de Carvio, j'étais dans mon salon, je regardais les Alouettes gagner la Coupe Grey. Là, il disait, pour moi puis pour les autres Québécois, là, c'est à notre tour là, de ramener la Coupe Grey à Montréal. Donc pour eux, c'est important. Pour Frédéric Chagnon, d'avoir porté l'uniforme des Alouettes. Je me souviendrai toujours de Chagnon lorsqu'il a obtenu son premier départ pour les Alouettes il y a quelques années. Parce que Frédéric Chagnon jouait principalement sur les unités spéciales durant sa carrière. Il avait obtenu un départ, c'était Hamilton contre les Tiger Cats. J'avais interviewé avant puis après la rencontre, puis après le match, puis il avait bien joué en plus. Ses yeux, tu vois, il y a de l'émotion dans ses yeux lorsqu'il répondait à mes questions. Puis à quel point c'est important pour lui, bon, d'obtenir un premier départ en carrière, mais de le faire dans l'uniforme des Alouettes en plus. Je pense sincèrement que les joueurs québécois en donnent plus sur le terrain. Puis c'est vraiment important pour eux de jouer pour les Alouettes. Puis ils comprennent également leur rôle au niveau des relations médiatiques. Ils se rendent disponibles, ils ne disent pas non lorsqu'on demande à les interviewer. Ils sont toujours généreux avec le temps qu'ils consacrent aux médias. Bref, sont des bons joueurs de football, sont des bons ambassadeurs pour les Alouettes au sein de la communauté. Alors, hey, pourquoi pas justement continuer d'aller dans sa cour du côté de Danny Machocha. Ça fait très longtemps qu'il y a un engouement pour Jonathan Sénécal. Depuis qu'il faisait la pluie et le beau temps grassé avec Kevin Mittal, il s'est exilé ensuite aux États-Unis, au Connecticut, pour revenir avec les Carabins. Il est finalement un Alouette, repêché en 7e ronde par l'équipe, Jonathan Sénécal. Je ne pense pas qu'à court ou moyen terme, il aura l'occasion de devenir un quart partant dans la Ligue canadienne. Je ne sais pas si, selon toi, il en a les capacités. Je pense que l'avenir est avec Davis Alexander, mais quand même, avoir un joueur canadien comme quart réserviste peut se développer. On ne sait jamais. Il y a un bon potentiel également, Jonathan Sénécal. C'est une bonne sélection là, de la part des Alouettes. Oui, écoute, c'est un choix de 7e ronde, hein, naturellement. Bon, lorsque tu es repêché en 7e, 8e ronde, là, lorsqu'on arrive dans cette zone-là, les chances sont contre toi là, d'être en mesure de tenir une place au sein de la formation, peu importe la position que tu joues. C'est encore plus difficile, bien sûr, à la position de carrière, parce que bon, le football universitaire canadien n'a pas nécessairement de calibre afin de préparer cette position-là, principalement. Puis là, bon, je sais, la carrière de l'Université Laurier, si je me souviens bien, là, qui va tenter sa chance du côté de la NFL présentement. Elgersma, Oui, oui, c'est ça, Egersma. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme tu l'as dit, Sénécal peut se développer, devenir un carrière réserviste au sein de la Ligue canadienne, ça serait déjà un très bel accomplissement de sa part. Puis l'année passée, il avait participé au camp d'entraînement des Alouettes dans le programme justement qui porte à développer les carrières canadiens. Donc, il avait été présent au camp, il avait lancé quelques ballons, participait aux réunions et tout. Alors, écoute, c'est une belle opportunité pour lui. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais s'il pouvait devenir en carrière réserviste au sein de la Ligue canadienne, encore une fois, ça serait vraiment bien. Là. Ça serait tout un accomplissement de sa part. on donne la chance à des corps québécois, en tout cas, de joindre les Alouettes. Je me souviens d'Hugo Richard, là, récemment. Il avait été repêché par les Alouettes également. Avait passé du temps avec l'équipe. Bref, on peut pas, comme je dit, on peut pas reprocher à Dany Machocha de ne pas repêcher dans sa cour, de ne pas donner la chance aussi à des joueurs québécois qui ont, comme tout, un certain potentiel. Et finalement, en 8e ronde, les Alouettes ont repêché le secondaire Riley McLeod là, de l'Université Western également. Ça aussi, hein, les Alouettes, on repêche dans des bons programmes également au niveau universitaire canadien. Western sont constamment parmi les meilleurs programmes, parmi les équipes favorites à chaque année pour remporter la Coupe Vanier. On dit de McLeod, il a été nommé 2 fois sur l'équipe toute étoile en Ontario. Sauf qu'on dit qu'on questionne sa vitesse au prochain niveau là, chez les professionnels, mais quand même, ça peut peut-être devenir encore là, on parle d'un choix de 8e ronde, on parle d'un joueur qu'on peut développer, un joueur d'unité spéciale. Ce serait intéressant de voir Didier Riley McLeod au camp d'entraînement prochainement. Ouais, comme je le disais, là, quand tu es rendu à être repêché en 7e, 8e ronde, les chances sont contre toi de te faire une place au sein de la Mhm. formation. C'est pas impossible. Mais pour ce qui est de l'Université Western Ontario, c'est très fort académiquement. Donc, ce sont des joueurs intelligents. Puis ça, c'est quelque chose qui plaît
généralement aux équipes de la Ligue canadienne. Donc, si on fait, les comptes, c'est 5 Québécois repêchés par les Alouettes cette saison, cette année au repêchage. Et ce qui est intéressant, Didier, c'est que les Stampeders ont repêché 6 joueurs québécois. On aurait peut-être pu essayer de faire un Mhm. échange, là. On donne des Québécois, on a un rabais sur l'essence, là, peut-être, en échange au Québec. Ça pourrait être, moi, je vois quelque chose qu'on peut peut-être avoir un genre de partenariat ici, là. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, là, fusionner justement ça là, au niveau de l'économie en C'est général, puis donnant-donnant les la joueurs vie. de football. Ouais, non, c'est absolument vrai, t'as absolument raison, mais ça, il n'y a pas juste les Alouettes là, qui repêchent des joueurs, la RSEQ, là, tu sais, on n'est pas chauvin. Danny Machocha le fait pas là, juste pour le plaisir de repêcher des joueurs québécois. Tu sais, il le fait pas juste pour que les médias lui donnent des bons commentaires en disant ah ben tant mieux, Danny Machocha prend soin des joueurs du Québec. Non, tu sais, tu le vois, comme tu viens de le mentionner, les Stampeders, je crois, leurs deux premières sélections notamment étaient des joueurs québécois. Alors, écoute, ça, c'est tout à l'honneur justement des gens du football amateur au Québec tu sais, qui développent les joueurs. Le niveau du coaching a tellement augmenté comparativement à ce que c'était il y a 20 ans, puis il y a tellement d'anciens joueurs qui redonnent. Tu sais, des anciens joueurs, soit qui ont joué justement au niveau universitaire il y a quelques semaines. J'avais eu Gilles Lézy comme invité afin de parler des porteurs de ballon des espoirs à cette position pour le repêchage de la NFL. Gilles, maintenant, il coach, il est dans le coaching. Il y a tellement d'anciens joueurs, des joueurs de ma génération qui sont dans le coaching maintenant, sont allés aux États-Unis ou qui ont joué ailleurs au niveau du football universitaire canadien, qui ont fait carrière dans la Ligue canadienne. Puis là, maintenant, ils sont en mesure de transmettre leur apprentissage aux jeunes footballeurs. Fait que, c'est en croissance, ça continue d'être en croissance au Québec, le football. C'est vraiment exceptionnel de voir ça. Puis on a des joueurs maintenant dans la NFL. Non, ça fait juste continuer de grandir, je crois, la qualité du football qui est joué au Québec. Parmi les Québécois repêchés par les Stampeders, il y a eu le tout premier choix, Damien Halford, puis je pense que tu t'es entretenu avec lui plus tôt cette semaine. Oui, ça a été une belle surprise hein, d'entendre Damien Alford être le tout premier joueur sélectionné lors du repêchage de la Ligue canadienne. Il était classé au 7e rang par le bureau de la Ligue canadienne. Alors, Damien Alford, oui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Toutefois, on avait enregistré cette entrevue avant le repêchage. Je me suis entretenu avec lui lundi après-midi. Donc, on ne savait pas son avenir nécessairement au niveau de la Ligue canadienne. Mais toutefois, ce qu'on savait, c'est que Damon Alford, au cours du week-end, à la suite du repêchage de la NFL, ben, il a été invité par les Chiefs de Kansas City à participer à leur mini-camp. Il a quitté mercredi pour Kansas City, donc il va être là pour tout le restant de la semaine et il va tenter de mériter un contrat avec Kansas City. Écoute, c'est un receveur de 6 pieds 5 pouces. Il a réussi un chrono de 4 secondes et 46 centièmes aux 40 verges, donc il est très rapide. Je lui souhaite la meilleure des chances afin de dénicher un contrat avec les Chiefs. Alors écoutons mon entretien avec Damien Alford. Damien, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Dis-moi comment s'est passé là, les dernières 24 heures. On enregistre cette entrevue, on est lundi après-midi. Donc dis-moi comment ça s'est passé là, ce processus qui t'a mené à signer avec les Chiefs de Kansas City. Est-ce que le téléphone s'est mis à sonner? Est-ce que plusieurs équipes t'ont contacté afin d'essayer de t'envoyer une invitation à leur mini-camp de recrues? Mais ce qui s'est passé, c'est que un des recruteurs des Chiefs m'a appelé, il m'a dit que je venais, il m'a demandé si je venais au camp, j'ai dit ouais. Il m'a dit si je fais qu'est-ce que j'ai à faire, comme y a pas de question que il va juste voir qu'est-ce que j'ai fait à Syracuse puis le mettre pour les montrer parce que comme tout le monde le sait, j'ai pas joué à Utah. So, il y a des questions qui se posent de comment je suis maintenant, mais c'est vraiment juste aller prouver aux équipes que je suis meilleur que j'étais à Syracuse. Ouais, puis qu'est-ce que les Chiefs ont aimé? Pourquoi ils t'ont signé? Est-ce qu'ils t'en ont parlé des choses qu'ils voient en toi? Ils aiment mes attributs, que je suis grand, je suis vite, je suis physique, je suis capable de jouer pas mal partout. So, c'est vraiment juste versatility qu'ils aiment de moi. Ouais, pour les gens qui ne le savent pas, lors de ton Pro Day, écoute, tu as très bien performé. Tu as couru un 4-4 aux 40 verges et tu mesures 6 pieds 5 pouces. Donc, des receveurs de 6 pieds 5 pouces qui courent un 4-4 aux 40 verges sont aussi rapides, ça ne court pas les rues. À quel point Ouais. tu penses que ton chrono aux 40 verges t'a aidé? Ça m'a aidé beaucoup. Même moi, après que j'ai couru, j'étais un peu surpris parce que durant mes trainings, on courait vers ces numéros-là.
Mais après que j'avais couru le premier, j'avais couru un 4-5-2. J'étais comme, il faut que je batte ça. J'avais parlé avec mon trainer, il m'a dit, écoute, Mhm. on sait que tu peux courir plus vite que ça, so focus, puis va dominer le deuxième, puis c'est exactement c'est ça que j'allais faire. Moi, je savais pas que j'allais courir un 4-4 jusqu'à temps que comme je suis allé remarcher à mon agent, puis mon trainer. Ouais. Ben écoute, ça a été un long chemin pour toi. Tu as commencé ta carrière universitaire, comme tu as mentionné tout à l'heure, avec l'Orange de Syracuse. L'été dernier, tu as transféré à Utah. Ça s'est pas passé comme tu le souhaitais. Mais qu'est-ce que tu as ressenti lorsque les Chiefs et les autres formations t'ont contacté, puis que tu as remarqué qu'il y avait un intérêt réel, là, justement, afin de t'amener à leur mini-camp des recrues? Puis c'est quand même la réalisation d'un rêve. C'est un point de départ, là. Il n'y a rien Ouais. d'accompli encore. Mais c'est tout de même une belle réalisation. Ouais, c'est pour de vrai, moi, après que qu'est-ce qui s'est passé à Utah, j'étais vraiment en train d'hésiter si je voulais revenir une autre année universitaire ou aller déclarer pro. Je savais déjà que ça allait être difficile de me faire drafter dans le premier ou septième round. Sur moi, j'étais déjà prêt pour aller undrafted. Moi, c'était juste pour voir quelle équipe allait vraiment me donner l'opportunité d'aller jouer au foot professionnel. Puis les Chiefs sont présentés. Il y avait d'autres équipes aussi. J'ai apprécié l'opportunité, mais cette fin de semaine, je vais aller aux Chiefs, je vais aller donner mon 100%, puis je vais aller montrer c'est quoi le talent canadien. Ben justement, là, tu vas quitter pour Kansas City mercredi. Dis-nous, le Ouais. mini-camp va avoir lieu là, de quelle journée à quelle journée, puis comment tu entrevois justement ce mini-camp de recrues? Je pense que c'est un camp de 4 jours. Je pense que ça commence jeudi, puis ça finit dimanche. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer là-bas, mais je sais déjà qu'il faut que je sois prêt, il faut que je sois sharp, il faut que je fasse ce que j'ai à faire, puis il n'y a pas vraiment une situation que je devrais stresser. Je suis un joueur de foot, je le fais depuis que je suis en secondaire 1, so y a rien qui va me surprendre. Ouais, puis est-ce que tu as contacté certains de tes anciens coéquipiers ou amis qui jouent dans la NFL ou qui ont participé justement à des mini-camps de la sorte pour avoir des conseils? J'avais parlé avec Mathieu Bergeron. Il m'avait contacté, il m'a dit félicitations, va tuer le camp. Pour de vrai, je vais le parler comme plus proche quand ça va arriver, puis je vais le demander c'est comment les minicamps, puis c'est ça qu'il va me le dire. Puis je vais être préparé, j'aurai un step ahead des autres gars qui sûrement ils n'ont pas des amis qui sont dans la NFL maintenant. Ouais. Ben écoute, puis là, c'est vraiment une grosse semaine pour toi. Là tu as signé avec les Chiefs, tu vas essayer de te mériter un contrat au cours des prochains jours. Mais en plus de ça, mardi soir, il y a le repêchage de la Ligue canadienne de football. Je sais qu'il y a plusieurs Ouais. équipes qui ont de l'intérêt en raison de tes atouts physiques, mais pas juste ça, tu sais, as été un joueur productif à l'université de Syracuse. Dis-moi, est-ce que tu es enthousiaste également là, à l'approche du repêchage de la Ligue canadienne? Moi, je suis excité. Moi, je suis excité. Tout le monde, mon père m'a parlé, il a dit, est-ce que tu es prêt pour le draft CFL? Je dis 100%. Moi, en autant que je joue au football professionnel, moi, je suis content, si c'est CFL ou NFL. Moi, ça va vraiment juste pour quelle équipe qui va vraiment me donner l'opportunité. Puis c'est ça qui est ça. Ouais, ben écoute, Damien, vas-y, une chose à la fois. Ça va vraiment être une semaine remplie pour toi, remplie d'émotions également. Mais je tiens à te féliciter encore une fois d'avoir signé avec les Chiefs de Kansas City. J'espère pour toi que ce mini-camp des recrues, ça va bien se passer, puis que tu vas être en mesure de les éblouir et de te mériter un contrat afin de participer au camp d'entraînement à la fin de l'été. Merci beaucoup. Didier, commençons la portion du repêchage, de l'analyse du repêchage de la NFL. Évidemment, on va parler de Shedeur Sanders, c'est un incontournable. On va commencer en lançant la question de William Gonzalez, qu'on a reçu via courriel, qui nous dit: Salut à vous deux, je me demandais pourquoi les Browns n'ont pas pris Hunter au deuxième rang, surtout qu'ils ont pris Sanders. Ça aurait été un beau coup de marketing d'avoir ces deux jeunes pour l'avenir. Merci, Didier. Alors, pour lancer la discussion, Didier, pourquoi les Hmm. Browns on n'a pas pris Hunter au deuxième rang du repêchage? Ouais, ben, merci William de nous avoir envoyé ta question. Puis ça en est une bonne, réellement. Parce que c'est ça, on aurait pu miser sur ce duo-là. Ça aurait créé du buzz à Cleveland. Mais les Browns, c'est ça qui est bizarre, tu sais, de tout ce qui s'est passé là entourant bon, le repêchage des Browns. Eux, clairement, ils visent 2026 pour trouver un carrière. OK? Parce que, bon, on croit, on anticipe que ça devrait être une bien meilleure classe de carrière que celle de cette année. On va voir comment les joueurs vont se développer au cours de l'automne.
Mais du côté des Browns, en complétant la transaction avec les Jaguars de Jacksonville, on est allé chercher le choix de première ronde des Jaguars. Donc, on va avoir 2 choix de première ronde l'année prochaine. Puis là, on met les chances de notre côté d'être en mesure de repêcher un quart arrière. Mais c'est bizarre comme stratégie, ça, du côté des Browns. Personnellement, je crois. Puis, je ne peux pas donner bénéfice du doute à la concession Cleveland maintenant, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis leur retour dans la NFL en 1999. Mais oui, écoute, je suis d'accord avec William. On aurait pu miser sur ce duo-là. Imagine-toi comment il y aurait de l'engouement à Cleveland. Clairement, du côté des Browns de Cleveland, on vise le repêchage de 2026. C'est ça que ça me dit, cette transaction-là qu'on a fait d'emmagasiner des choix au repêchage pour l'année prochaine. Est-ce que la Mais chute ce qui de fait. Shedeur Sanders... Pardon? Ouais, non, excuse-moi, j'allais juste ajouter. Ce qui fait pas de sens dans tout ça du côté des Browns, c'est on fait quoi si on a une mauvaise saison, là? Kevin Stefanski et le DG Barry seront fort probablement pas là en 2026. Est-ce qu'eux, ils ont une garantie de Jimmy Haslam, le propriétaire, qui, peu importe ce qui arrive cette saison, il va les garder, puis on va pouvoir mettre à exécution ce plan-là pour repêcher un carrière en 2026 si Dylan Gabriel et Shedeur Sanders ne prouvent pas qu'ils peuvent devenir des carrières partants. Puis, en tout cas, on va en parler un peu plus du repêchage des Browns, mais Dylan Gabriel ne va pas devenir un partant. Il n'a pas l'étoffe pour ça. Mais c'est ça qui fait pas de sens. Est-ce que ces gens-là vont même être en place l'année prochaine pour repêcher un carrière? C'est bizarre, parce qu'on avait l'occasion de repêcher un joueur unique en Hunter. On va voir ce qui va réellement devenir une super vedette au niveau de la NFL, ça reste à voir. Mais c'est un joueur de talent, c'était un des 3 meilleurs joueurs du repêchage, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Puis on a décidé de passer sur cette option du côté des Browns. Donc, je ne peux pas leur donner le bénéfice du doute en disant que c'est une très bonne idée, surtout que les Browns emmagasiner des choix repêchage, on l'a vu lors des 20 dernières années. Elles sont capables de les emmagasiner, les choix repêchage, mais ne sont jamais capables de choisir les bons joueurs. Combien de fois les Browns ont eu 2 choix de première ronde ou 3 choix de première ronde lors d'un repêchage, puis ils ont tous été des flops. Donc, on va voir, mais effectivement, je suis d'accord avec William. Je me l'explique un peu mal, là, tout ça. Il y a beaucoup d'éléments avec les Browns de Cleveland depuis le week-end. On va essayer de commencer par le commencement, comme on dit. Premièrement, Didier, est-ce que la chute de Shedeur Sanders, elle était justifiée selon toi? Ça dépend comment on regarde ça. OK? Si tu regardes juste ses performances sur le terrain, là, je parle strictement football, non, c'est pas justifié. OK? Parce que même les dénigreurs, même les gens qui n'aiment pas Shedeur Sanders, tout le monde s'entendait pour dire, dans le pire des cas, il va être repêché en première ronde. On en avait parlé lors des semaines avant le repêchage. Il y avait bien des gens qui croyaient qu'il n'était pas assez bon pour être repêché en première ronde, mais définitivement en deuxième ronde. Mais il n'y a personne qui anticipait, je pense strictement avec les performances sur le terrain, qu'il soit repêché en cinquième ronde. Ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes. OK? Il est un bien meilleur joueur qu'un choix de cinquième ronde. Mais toutefois, le processus qui a mené au repêchage, Marc-André, là, ça a été désastreux de la part de Shedeur et de Deion. Il ne faut pas oublier, parce que lui, il suit les instructions de son père. OK? Deion Sanders, c'est le seul entraîneur-chef que Shedeur a eu pendant toute sa vie. Deion l'a coaché à tous les niveaux, imagine-toi, depuis qu'il a commencé à jouer au football. Mais toutefois, ils ont géré le processus de repêchage comme si Shedeur était un talent générationnel comme son père l'était. Je ne sais pas si tu as déjà entendu l'anecdote de Deion Sanders lorsqu'il avait été repêché à l'époque. Deion Sanders, pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, il est le meilleur demi de coin de l'histoire de la NFL. C'est aussi simple que ça, mais c'est même plus que ça. Ça ne lui rend même pas justice. Parce que lorsqu'il était le meilleur demi de coin de la NFL, il jouait au baseball en plus. Il jouait dans les 2 sports comme Bo Jackson. Je me souviens, je suis allé au stade olympique pour le voir jouer lorsque j'étais jeune. Je n'avais pas l'opportunité d'aller voir un match de la NFL. Mais lorsque Deion, je pense à cette époque-là, il jouait pour les Reds de Cincinnati. J'ai vu jouer au moins à 2 reprises. Je me souviens, une fois, il jouait pour les Reds. Je voulais juste voir Deion Sanders jouer en personne. J'avais pris le métro avec mes amis, les billets à 5 à l'époque au stade olympique, voir les expos, puis aller regarder Deion. Mais tout ça pour dire, c'est ça, c'est un des meilleurs athlètes qu'on n'a jamais vu lors des 100 dernières années. Mais tout ça pour dire, c'est que l'anecdote de Deion, à l'époque, lui, lorsqu'il rentrait pour se faire interviewer j'oublie c'était quelle équipe qui repêchait en dehors du top 5. Là, il est arrivé à la réunion, il a dit, regardez,
je vais pas perdre mon temps à vous parler parce que je vais pas être là quand vous allez repêcher. OK? Puis lui, c'était sûr qu'il allait être repêché dans le top 5 du repêchage. Mais Shedeur, il semble, de ce qu'on a entendu dire, Marc-André, lui, il est arrivé avec le même genre d'attitude lorsqu'il rencontrait les équipes. Mais c'est Tu sais, Brian mais Dable, je pense, qui a laissé un commentaire. C'est lui qui a comme ouvert une boîte de Pandore, là, au niveau médiatique, en tout cas. oui, c'est ça, ça a été rapporté par Todd McShay, qui est un bon ami de Brian Dable. C'est que, apparemment, souviens-toi, une semaine avant le repêchage, les Giants avaient tenu un entraînement privé avec Shedeur. Puis avant, justement, cette rencontre-là, cet entraînement-là, ben, on lui avait donné des jeux à apprendre. Lorsqu'il est arrivé dans la réunion pour expliquer les jeux sur le tableau, ben, il n'était pas préparé. Il était pas préparé. Puis c'est à ce moment-là que Brian Dable a dit, OK, c'est beau. Là, on en sait assez sur Shedeur, on n'est pas intéressé à le repêcher. Alors, du côté de Shedeur et de Dion, il y a eu des gros manquements tout au long du processus. Shedeur a participé à aucun des matchs d'étoiles. OK? Il ne s'est pas présenté au Senior Bowl. Il aurait pu y participer. Marc-André, le Senior Bowl, c'est une occasion en or. Ça aurait été une occasion en or pour Shedeur Sanders de se faire connaître par les entraîneurs de la NFL, parce qu'au Senior Bowl, les entraîneurs, ce sont des entraîneurs d'équipe de la NFL. Donc là, ils auraient pu voir sa personnalité, voir de la façon qu'il interagit avec ses coéquipiers. J'avais fait une publication sur ce sujet-là, justement, au cours du week-end, durant la chute de Shedeur au repêchage. Il aurait pu démontrer qu'il est un joueur d'équipe, que les rumeurs qui circulent sont fausses. Mais au lieu de ça, il a joué la vedette. Il a fait comme si il était dans le calibre de Caleb Williams l'année dernière. C'est comme si là, il était un gros talent dans la position de carrière, alors qu'il y avait plusieurs questions entourant justement sa personnalité. C'est pas une mauvaise personne, il n'y a eu aucun problème avec la justice, mais il est très cocky, il est très confiant, Shedeur Sanders. Ça dérange les gens. Puis la façon dont justement son comportement lors de la réunion avec des équipes de la NFL, ça les a turné off. Il n'y a, pas d'autre expression là, qui me vient en tête. C'est vraiment, ça a été un turn off. Là. OK, sa C'est pas personnalité, juste la les, façon qu'il s'est comporté. Vas-y, c'est ouais. pas juste les Giants, là, je veux dire, c'est plusieurs équipes qui ont passé sur lui pendant 4 rondes, là. On se demandait après Ben, la toutes première les ronde pourquoi équipes, que les... même les Browns qui l'ont repêché, toutes les équipes. Oui, même les Steelers, on se demandait après la première ronde là, pourquoi ils n'ont pas repêché Shedeur Sanders. Ben, visiblement, ils n'étaient pas les seuls à avoir eu des discussions qu'ils n'ont pas aimé ou quelque chose qu'ils n'ont pas aimé sur Shedeur Sanders. Même les Browns, là, ça a pris. Moi, je pense que c'est le propriétaire qui a mis son poing sur la table, qui a utilisé son Mhm. veto, le propriétaire à Slim, pour le repêcher en 5e ronde. Je ne sais pas si vous avez vu la clip, là, les gens qui nous écoutent. Andrew Berry et Kevin Stefanski, ils n'ont vraiment pas l'air heureux de repêcher Shedeur Sanders en 5e ronde. Surtout, Didier, qu'on a repêché Dylan Gabriel en 3e ronde. Ça fait aucun sens de repêcher 2 corps arrière quand tu as Joe Flacco, tu as Kenny Pickett. On veut voir même toutes les. On a un tableau justement des corps arrière repêchés avant Shedeur Sanders. Jackson Dart, OK. Cam Ward, c'est sûr. Mais là, Tyler Schott, avec les. Ouais. Ça n'a pas de Marc-André, sens. quand. Le gars a 26 eh, ans. ouais, ben, écoute, quand les Saints ont repêché Shock en deuxième ronde, là, c'est là que je me suis dit, ah, Shedeur est dans le trouble. Là, je me suis dit, C'est là comme j'avais ça. aucune idée quand est-ce être repêché. Même c'est là que j'ai commencé à penser, je me suis dit, hey, le repêchage va-tu se terminer, puis Shedeur ne sera pas repêché? C'est lorsque Shock est parti avant lui. Là, je me suis dit, ah non, là, ça sent pas bon pour Shedeur, puis c'était juste le début, hein, en plus de sa chute. Exactement. En tout cas, on peut se dire que c'est toute une leçon d'humilité là, pour Shedeur Sanders. Je ne sais pas si ça va le motiver, ça va l'enflammer Ben, intérieurement. j'espère. Et là, et là, on regarde le tableau des corps arrière là, chez les Browns en ce moment. On a 5 corps, Didier. On a Deshaun Watson, Kenny Pickett, Mhm. Joe Flacco, Dylan Gabriel et Shedeur Sanders. J'ai vu passer un meme là, sur les réseaux sociaux comme quoi que Dylan Gabriel finalement va entrer dans le portail là, pour changer d'équipe. Ouais. Mais, Ouais, comme s'il mais était à l'université. ça n'a pas de sens, Didier, ce qui se passe à Cleveland. Ouais, c'est ça depuis 1999. Qu'est-ce qui fait du sens au sein de cette organisation-là? Mais réellement, sérieusement, on a 4 carrières. Ce Deshaun Watson ne jouera pas cette Ouais, saison étant donné qu'il s'est blessé à nouveau à son tendon d'Achille. Donc ça, c'est la chose numéro 1. Là, avec 5 carrières, tu fais comment là, pour donner du temps de jeu à tout le monde lors des entraînements pour les évaluer? Ça devient impossible. Donc là, réellement, il y a 4 carrières. et mets-toi dans les Carrières. souliers de Kenny Pickett. Gabriel. Pardon? Mets-toi dans les souliers de Gabriel après, là. Il est Non, je peux content pas d'être me mettre dans ses repêché. souliers, il est trop petit. Il est trop petit, il a des petits pieds.
Mais même Dylan Gabriel en troisième ronde, Marc-André, c'est trop tôt pour Dylan Gabriel. Je sais qu'il a été très productif dans les rangs universitaires, que ce soit à Central Florida, à Oklahoma ou à Oregon, mais il mesure moins de 6 pieds. Oui, il est intelligent et tout, mais c'est un carrière réserviste. C'est un gars qui a vraiment le profil pour être un carrière réserviste dans la NFL ou un carrière partant au niveau de la Ligue canadienne de football, parce qu'il a des qualités, mais c'est trop tôt, même la troisième ronde, pour Dylan et Gabriel. Mais juste pour terminer sur Shedeur, je disais le Mhm. comportement qu'il a eu. Je peux comprendre que les équipes ne voulaient rien savoir. Parce que, oublie pas, la position carrière, c'est pas comme les autres positions. Si tu es le carrière partant, tu es le visage de la concession au complet. Puis là, de la façon que Shedeur s'est comporté, les équipes se sont dit, regarde, on ne peut pas avoir ce gars-là comme carrière numéro un. Là. Il ne peut pas être le visage de notre concession avec le comportement qu'il a. Mais je vais dire une chose de Shader, par contre. Malgré tout ça, son comportement lors du repêchage, tu aurais vu plusieurs joueurs là, être vraiment frustrés. Pas qu'il n'était pas frustré, mais il a gardé une bonne attitude. C'est pas son comportement, c'est son attitude. C'est malgré tout ça. Je me souviens lorsqu'Aaron Rodgers, Aaron Rodgers a été repêché au 24e rang à l'époque. On pensait qu'il y avait des chances d'être le premier choix du repêchage. Tu vois dans son visage, il était frustré, tout ça. Puis il y a d'autres joueurs au fil du temps qui ont chuté au repêchage. Mais Shedeur, je pense, tu as dit, est-ce que ça va être une leçon pour lui? J'ai l'impression que oui. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur les réseaux sociaux une fois qu'il a été repêché. Bon, il s'est mis à danser, tout ça, il était tellement soulagé. Mais après Mhm. ça, il a dit, écoutez, tout ce que je voulais, c'est avoir une opportunité. Merci aux Browns de m'avoir repêché. Malgré tout, euh, il a démontré de la gratitude. Donc, j'espère que la leçon a été apprise parce que moi, je suis un fan de Shedeur. Je suis un fan de Shedeur Sanders. Combien de fois l'Université du Colorado, là, on en a parlé. C'est pas une équipe qui avait beaucoup de talent. Là. Mis à part Shedeur et bien sûr Travis Hunter et quelques autres joueurs. Combien de fois il tirait de l'arrière au quatrième quart, puis Shedeur était en mesure de mettre sur pied une séquence victorieuse. Il l'a fait à plusieurs reprises durant sa carrière. Donc, il y a du talent du côté de Shedeur. Mais toutefois, c'est pas une carrière mobile. Puis ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui lui a nuit. Parce que du côté de la NFL maintenant, tu dois être un carrière mobile. Puis Shedeur, c'est vraiment pas sa force. Hein. C'est une carrière de pochette, comme durant les années 80, durant les années 90, à l'époque où c'était plus répandu, justement, des carrières avec ce style-là. Il n'a pas hérité ça de son père, en tout cas. Non, non. Mais, Aucun de mais ses c'est fils ont mais hérité de la vitesse de Dion. non, mais c'est tout l'enrobage, je pense, qui est exagéré. L'enrobage qui est extra, l'espèce de son antre, là, son salon à la maison, je veux dire, Ouais. ça ajoute, je pense, au fait que, tu sais, justement, on parle de Shedeur Sanders, que c'est un gars qui se prend pas pour de la merde en bon québécois, là, je veux dire, qui est assez confiant, que tu disais, mais je veux dire, tout Mhm. ça, là, le salon et tout, ça l'ajoute vraiment au personnage, puis ça doit faire peur aux équipes, tout ça. Puis évidemment, le fait de ne pas le voir sortir lors de la première et la deuxième journée, lorsque tu as un encre là, avec ton logo, puis et tout, marqué légendaire là, en arrière, lorsque, dans ton salon, c'est comme ça doit vraiment ajouter au. Il y a souvent des équipes qui se sont dit, vous voyez ce qu'on veut dire, c'est exactement ça. Il en fait trop. C'est peut-être le père, c'est peut-être l'influence de Dion, mais il y a un peu ça Ah oui, c'est aussi. C'est tout sûr. Oui, le oui. personnage, puis l'enrobage. C'est peut-être même contre son gré là, à Shedeur Sanders. Ouais, ben, je crois pas que ce soit contre son gré, mais t'as raison. Tout ça, tout cet enrobage-là, parce que si c'était un receveur de passe qui se conduisait de la sorte, ça aurait mieux passé, entre guillemets. Là. Mais encore une fois, le fait qu'il joue à la position carrière, le carrière, c'est. Tu représentes l'organisation au complet, là. Tu représentes les entraîneurs, le DG et tout. Donc, tu dois être plus effacé, si on peut dire, que Shedeur l'est. C'est ça que les équipes exigent. Là. C'est juste la réalité du sport. C'est juste la réalité. Puis là, au cours du week-end, là, des gens qui disent ah, parce que c'est un carrière noir et tout. Hey, le tout premier choix du repêchage, ça a été Cam Ward. Un carrière noir. Mhm. Fait que, Mhm. cet argument-là, ça tenait pas debout. Là. Ça a été la débandade là, où, tous les sujets de conversation que la chute de Shedeur a amené. Mais moi, je veux juste conclure là-dessus. Pour les Browns, là, le cirque est de retour, encore une fois, là, à Cleveland. Parce que c'est Ben sûr, oui. là, tous les journalistes vont être là, présents, lors du mini-car des recrues, tout ça. Avec les distractions, ça reprend. Mais toute cette histoire-là, c'est bizarre parce que
Si les Browns avaient repêché Shedeur, disons, en deuxième ronde, on n'en aurait pas parlé. Là. On n'en parlerait pas présentement de tout ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais le cirque, crois-moi, est de retour à Cleveland. Là. Ça va être tout un cirque médiatique. Moi, je pense que c'est pour ça qu'Aaron Rodgers attend, en fait. Parce qu'il ne voulait pas aller à la place où Shedeur Sanders est. Parce qu'on veut l'attention sur lui, pas sur Shedeur Sanders. Je veux dire, c'est ça son plan Ouais, c'est machiavélique possible. à Aaron Rodgers. Peut-être qu'il a dit aux Steelers, hey, oubliez ça, là, si vous repêchez Shedeur, c'est sûr que je viens pas. Là, moi. Je ne ressors pas à Cleveland. Mais Mais sais-tu quoi, là? On enregistre ce podcast jeudi matin. Puis Aaron Rodgers n'a toujours pas signé avec les Steelers de Pittsburgh. Les Steelers semblent être confiants qu'il va joindre à eux éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel là, jusqu'à ce jour. on a appris également du côté des Falcons que le fils de Jeff Ulbrich, Jake, il est allé d'un coup de Ah, téléphone à la Bart Simpson là, quel durant le imbécile. repêchage. Quel Durant le imbécile. repêchage, qui a téléphoné à Shedeur Sanders pour dire qu'il avait été repêché. Ça lui a valu aux Falcons une amende de 250 000 on a appris ça hier. Et à Jeff Ulbrich, Mhm. une amende de 100 000 Je ne sais pas s'il va refiler la facture à son fils, mais en tout cas, il doit se sentir, comme père, il doit se sentir vraiment, vraiment mal en ce moment. Ah, c'est certain, là. Hey, pauvre Jeff Ulbrich, tu sais, entraîneur-chef par intérim des Jets l'année dernière, à la suite du congédiement de Robert Saleh. Là, il est embauché comme coordinateur de la défense des Falcons d'Atlanta. Il vient d'arriver. Puis là, il est mis dans l'embarras par son fils de 21 ans, Marc-André. 21 Mhm. ans. OK, c'est pas un jeune de 10-12 ans. Le gars, c'est un adulte. 21 ans, c'est un adulte légal. Même 21 ans, c'est l'âge pour boire de l'alcool, l'âge légal aux États-Unis. C'est un adulte. Qu'est-ce que tu fais à 21 ans? OK, aller dans le laptop de ton père, prendre le numéro de téléphone de joueurs de la NFL, d'espoir en vue du repêchage, les appeler pour leur jouer des tours au téléphone. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Écoute, Jeff Ulbrich va tellement être humilié par ça. Puis il n'y a pas juste Shedeur, il y a Tyler Warren aussi qui a eu des appels. Il y a Mhm. même un joueur de ligne à attaque, je Abdul crois, qui a Carter, été paraît-il repêché. aussi. Ouais, aussi, ouais, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux dernièrement. Écoute, il y a même un joueur qui a été repêché en sixième ronde. OK, en sixième ronde, puis il a reçu 4 ou 5 faux appels, tu sais, comme quoi qu'il était repêché tout au long du repêchage. Je me suis dit, toi, le jeune, tu sais, euh, par un gars de 21 ans en plus. C'est ça, moi, quand j'ai appris son âge, j'étais comme, mais quel imbécile. En plus de ça, apparemment, il a publié ça sur les réseaux sociaux. Tout ça juste pour aller chercher de l'attention, tu sais, au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, c'est vraiment embarrassant pour Jeff Ulbrich. Ici, on conclut sur le repêchage des Browns. On a vraiment appris des choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses avec le repêchage. On a Ah oui, que doublé à ça la a pris? position de carrière arrière. On a doublé également la Mhm. position de porteur de ballon. On a repêché Quinshon Judkins en deuxième ronde, Ouais, d'Ohio euh, State, qui, ouais. qui d'ailleurs a été le premier joueur à ne pas répondre au téléphone. Je ne sais pas si tu as vu la clip. Lorsqu'il a été repêché, Non! il n'était pas dans le Non, j'ai salon. pas Il vu était ça là. parti faire un numéro 2. Donc, c'est sa Ah mère qui a oui! répondu. Oui. On a, en tout cas, si tu as la chance de Le voir ça, timing est tout dans la vie. Le timing est on voit, responsable de bien des choses on en vie. voit la caméra chez lui, puis il n'est pas là. Il est aux toilettes. Bref, et on a doublé Mais également ils à auraient la pas pu position de. mentir. Ben, ouais, j'avoue, mentir là-dessus, tu sais, t'es où? C'est la journée la plus importante de ta carrière, ouais. Il est soit dans la cuisine, Mauvais aller chercher timing un pour bol lui. de chips, un verre d'eau, ou Ouais, soit il c'est est ça, aux on aurait toilettes, pu selon dire moi. ça, ouais, à la Ouais, place. ouais. Ouais, mais ils auraient pu dire Ouais. ça, il est dans la cuisine, t'allais chercher à manger, il va être de retour dans 2 minutes. Mais on a doublé avec Mais, Judkins et Sampson également, Dylan Sampson. Moi, ça me dit que Nick Chubb, ben, c'est terminé probablement. Et même Jerome Ford ouais. également, qui a connu quand même qui était quand même correct. Là. Il était serviable, disons ça comme ça, aux Browns. On a repêché Harold Fanning Mhm. aussi. On a vraiment fait le plein à l'attaque du côté des Browns. On a repêché de l'allié rapproché Fanning, qui a quand même un certain potentiel. Il y a des gens qui voyaient en lui, justement, un potentiel certain, mais justement, là, derrière David Njoku. Bref, euh, les Browns, c'est quand même bizarre comme repêchage. Là. 2 corps arrière, 2 porteurs de ballon, un allié rapproché. Puis on avait vraiment Ouais. des trous en défense également sur la ligne à l'attaque, la ligne en tout cas, bref. On a Andrew Berry, repêché moi, je Mason pense pas que c'est un bon Graham. DG. Ouais. Écoute, on a repêché Mason Graham afin de donner un coup de main au niveau de la ligne défensive à Myles Garrett. Moi, je suis pas un fan de Mason Graham. Regarde, peut-être que j'ai tort. On va voir de quelle façon il va se développer. Surtout, il est solide contre la course, mais c'est contre la passe, afin de générer de la pression contre les carrières adverses. J'ai hâte de voir s'il va être en mesure de faire ça au niveau de la Ben, NFL. Mais
Une On autre était chose qui fait sûrement pas de tanné du sens. côté des Browns de se faire plier d'en face par Derrick Henry la saison passée, là. On est allé Ah, ça, améliorer. c'est possible, mais c'est juste la philosophie des Browns. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si on a réellement les yeux sur le repêchage de 2026 afin de trouver notre carrière de concession, ben, pourquoi avoir repêché deux autres quarts cette année? Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'on a une bonne valeur avec Shedeur. De repêcher Shedeur en cinquième ronde, comme j'ai dit, ses performances sur le terrain justifiaient minimum qu'il soit un choix de deuxième ronde. Peut-être qu'on va avoir trouvé l'aubaine du repêchage si Shedeur a eu sa leçon d'humilité. Mais pourquoi on n'a pas essayé d'améliorer la ligne à l'attaque? Tu sais, lorsque les Browns ont participé aux éliminatoires il y a quelques années, puis ils avaient livré une très bonne bataille aux Chiefs au Arrowhead Stadium, puis ils étaient dans le match jusqu'à la fin du quatrième quart. Euh, Ils avaient une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL à cette époque-là. Tu sais, donc, pourquoi pas, là, justement, essayer de bâtir la ligne à l'attaque pour le quart que tu as repêché l'année prochaine. Puis je suis d'accord avec toi, Barry, là, comme DG, non, moi aussi, là, il serait pas dans mes premiers choix si je devais choisir un DG afin de bâtir mon équipe de football, ça c'est certain. Un constat qu'on a pu faire du repêchage, c'est que les équipes qui ont repêché un quart l'année dernière, donc les quarts de deuxième année, ben, les équipes vraiment ont décidé de les entourer. On semble avoir trouvé, disons, notre homme à long terme. Je parle ici des Bears avec Caleb Williams, je parle entre autres des Commanders avec Jaden Daniels, des Patriots avec Drake May, on peut parler même des Vikings avec JJ McCarthy. C'est un peu ce qu'on retient de ce repêchage-là. Et si on commence par Caleb Williams et les Bears, c'est qu'on a vraiment euh, on essaie d'entourer nos corps de concession avec des joueurs avec du talent. Et chez les Bears, on avait besoin d'une infusion de talent en attaque et c'est ce qu'on a fait avec Colson Loveland, l'ailier rapproché de l'Université du Michigan, et Luther Burden également, qui est un receveur qui ressemble un peu à Deebo Samuel. On a également travaillé à améliorer encore une fois la ligne offensive là, qui posait problème l'année dernière via le repêchage. Oui, via le repêchage, mais via la période des joueurs autonomes. Mais Oui. souviens-toi, on a signé des joueurs de ligne à l'attaque du côté des Bears de Chicago. Moi, j'ai été surpris que Loveland soit le premier ailier rapproché sélectionné à la place de Tyler Warren, mais ils avaient des styles différents, les deux. Hein? Alors, du côté de Ben Johnson, clairement, Ben Johnson, là, c'est lui là, qui prend les décisions à Chicago. OK? Du moins, il a fortement conseillé Ryan Pace. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Loveland, c'est ça, on voulait un receveur, un ailier rapproché qui ressemble plus à un receveur de passe. C'est ce qu'on cherchait du côté des Bears. Initialement, bon, je me dis, OK, les Bears, quoi un ailier rapproché? Mais bon, Loveland était classé très haut du côté des Bears. Je me disais, en plus, il y a un de tes joueurs favoris, Cole Kmet, qui est déjà présent. Euh, Mhm. mais Tyler Warren, il y a un style qui se rapproche plus à celui de Cole Kmet. Donc, si on avait repêché Warren, on aurait deux ailiers rapprochés avec sensiblement le même style de jeu. Là, tu as toujours Kemet, mais tu as Loveland qui est principalement un receveur de passe format géant, qui est un peu plus fluide avec ses mouvements comparativement à Tyler Warren. Donc, à ce niveau-là, ça fait du sens. Mais le thème, comme tu as mentionné, de continuer de bien entourer Caleb Williams, de construire un beau nid pour lui, ça a commencé durant la période des joueurs autonomes. Ça s'est poursuivi au repêchage. Luther Burden, il y a des gens qui croyaient qu'il allait être repêché en première ronde. Il n'a pas connu une bonne saison 2023 avec les Tigers de l'Université de Missouri, mais le carrière était horrible, OK? En 2024, je veux dire, il n'a pas connu une bonne saison. L'année dernière, leur carrière était mauvais. Mais en 2023, il était époustouflant, Luther Burden. Alors, ça, c'est vraiment une arme de plus pour Caleb Williams. Donc, je pense ouais, qu'on a fait du bon travail là, de poursuivre qu'est-ce qu'on avait commencé durant le marché des joueurs autonomes du côté des Bears. Je crois que ça devait vraiment être la priorité durant la saison morte, d'améliorer l'attaque, en commençant bien sûr avec la ligne offensive. Mais là, on a continué en donnant d'autres armes, d'autres jouets à Williams et à Ben Johnson. Luther Burden, avec le ballon dans ses mains, il est électrique. Il me fait penser un peu, si on fait un parallèle avec les Lions, là, l'attaque de Ben Johnson, c'est un peu comme un Amon-Ra St. Brown. C'est le même genre de joueur. Avec de l'espace, il est vraiment un joueur explosif. Je pense qu'il est quand même Ouais, moins talentueux, si mon un peu avis. plus rapide que Sam Exactement. Brown. Moi, je crois qu'il est Ouais, un peu ouais, plus rapide que Sam Brown personnellement, mais j'ai ouais. hâte là, de le découvrir encore plus du côté de la NFL. Mais encore une fois, je l'avais dit l'année dernière, il y a un an, tu joues à Chicago, dans la ville des vents.
Il y a du vent, il y a de la pluie. Une fois qu'on arrive au mois d'octobre à Chicago, la neige plus tard. Faut que tu sois en mesure d'être robuste en attaque et de courir avec le ballon. Donc ça, j'ai hâte de voir ça du côté des Bears de Chicago. Puis si on n'a pas repêché de porteur de ballon du côté des Ouais, Bears. ça, c'est intriguant quand même. On va donc y aller Mhm. avec Roshan Johnson, DeAndre Swift. J'ai hâte de voir comment tout ça Mm. va s'agencer. Je suis un fan de Parce Roshan Johnson. Est-ce que... Ouais, vas-y. Bon, excuse-moi, non, vas-y, excuse-moi. Ben, je Vas-y. disais que j'étais un fan de Roshan Johnson à Texas, là, lorsqu'il est sorti des rangs universitaires. Mais dans la NFL, vraiment, ça s'est pas vraiment traduit en ce moment comme un. Il n'est pas vraiment un porteur de ballon productif, en tout cas, pas lors des 2 premières années. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire à ce niveau-là. Là. Ouais, moi aussi, parce que à Détroit, tout commençait avec le jeu au sol. On s'entend du Mhm. côté de l'attaque des Lions, là, c'était ça, là, la force d'attaque des Lions, leur ligne à l'attaque et leur jeu au sol. Puis ça aidait grandement à Jared Goff. Donc, moi, je pensais vraiment qu'on allait reproduire ça à Chicago. Peut-être on a confiance en Johnson et Swift. J'ai bien hâte de voir ça, mais au moins la ligne à l'attaque, ça, c'est la chose numéro un. Là, tu le sais, on s'en est parlé tellement de fois. C'est ça qu'il fallait Mhm. améliorer. Il semble qu'on l'a fait là, durant la période des joueurs autonomes. Alors non, le repêchage des Bears, je l'aime bien parce que la priorité, encore une fois, ça devait être de donner un coup de main à Caleb Williams. Maintenant, on va devoir le coacher pour retirer les mauvaises habitudes qu'il a, mais on a fait du bon travail à ce niveau-là du côté de Chicago. Parlant d'équipes qui devaient entourer un carrière de concession, on parle des Commanders avec Jaden Daniels. Ben, déjà, on avait frappé un grand coup durant la période des joueurs autonomes en faisant l'acquisition via transaction du bloqueur Laramie Tunsil des Texans de Houston. Là, on a ajouté en Mhm. première ronde un bloqueur, Josh Connerly. Vraiment, là, on remodule, on remodèle, on remoue. En tout cas, on a remodelé Remodèle, la ligne à l'attaque. refait, ouais, remodeler, ouais, ouais, On ça a c'est le bon mot, remodeler. en tout cas, on remodèle, en tout cas, la ligne à l'attaque des Commanders. Vraiment, c'est un point d'emphase là, qu'on fait du côté de Washington. Ben ouais, fait que là, aux deux extrémités de la ligne à l'attaque, en théorie, on devrait être solide, comme tu l'as dit, avec l'arrivée de Tunsil, le repêchage de Cornerly. En deuxième ronde, on a été chercher un demi de coin. On avait un gros besoin là, du côté de la Ouais, défense des Bears. Des Bears, des Commanders. Tu sais, toi, on avait amené Marshall Lattimore. On avait complété une transaction au cours de la saison dernière pour et ça l'amener marchait. du côté des Commanders. Ben, ça marchait jusqu'à un certain moment. Là, on s'est aperçu que Lattimore, ouf, ses jambes sont plus qu'est-ce qu'il était. Ben, Là, c'est il a perdu de la vitesse. Hein? Donc, c'est ça que Trey j'ai dit, ça Amos marchait. en. C'est un Ah, peu ça marchait, exagéré ok, quand j'avais même. compris, ça Oui. marchait. Oui, ça marchait. Ben, c'est ça, là. Il commence à avoir besoin d'une marchette, qui n'est pas vraiment une bonne chose à la position de demi de coin. Hein? Quand tu commences à perdre de la rapidité, ça peut aller très vite, le déclin des joueurs. Mais là, Trey Amos, il y a des gens qui pensaient qu'il allait peut-être repêché en première ronde. C'est un grand demi de coin. Il est long. Il est rapide également. Donc, ça, c'est une acquisition que j'aime bien. Mais comme tu l'as dit, on a commencé à essayer de donner un coup de main euh, à Jaden Daniels pour qu'il poursuive sa progression au cours de la saison morte. Moi, j'ai mes réserves sur l'acquisition de Debo Samuel. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais au moins, la ligne à l'attaque, elle est améliorée du côté des Commanders. Puis ça, je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. J'aurais pensé peut-être, Didier, du côté des Commanders, qu'on allait ajouter un élément peut-être sur la ligne défensive. Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais force est de constater que Amos, justement, c'est une excellente acquisition dans la tertiaire. Mais ouais, j'aurais pensé qu'on aurait peut-être travaillé sur notre ligne défensive. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Un chasseur de corps. Oui, non, je suis entièrement Exact. d'accord avec toi. Chasseur de corps, puis également porteur de ballon. Du côté des Ouais. Commanders, souviens-toi, en fin de saison, Brian Robinson, là, c'était pénible. On avait des ennuis à courir avec le ballon du côté des Commanders de Washington. Là, on n'a pas repêché de porteur de ballon. Notre meilleur porteur de ballon en fin de saison, puis durant les éliminatoires, c'était Jaden Daniels. Il était l'attaque au complet là, à des Commanders de Washington. Non, 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 mais ça, c'est ça. Il reste des trous du côté des Commanders. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis chasseur de corps, ça demeure un besoin criant. Là. Ça va être un besoin pendant toute l'année parce que là, à ce Mhm. temps-ci de l'année, tu ne vas pas trouver de chasseur de quart. Là. Tout ce qui restait, c'est le repêchage. On n'en a pas amené via le marché des joueurs autonomes. Surtout qu'il y en avait Donc, on une va voir ce pelletée que dans ça ce va donner. repêchage-là. Les chasseurs de Oui, cœur, il y en oui, avait une pelletée. effectivement. Mm. Moi, je Effectivement. pense Puis... que le meilleur repêchage, ça a été celui des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On a vraiment
eu un repêchage canon, selon moi. À commencer avec Will Campbell, le bloqueur en première ronde, 4e au total. Vraiment, on a décidé, Drake May, on est confiant avec Drake May. Drake May, c'est notre homme en Nouvelle-Angleterre. On a décidé de l'entourer. Trevion Henderson, j'adore ce porteur de ballon-là. Didier, je pense qu'il va prendre la place assez rapidement de Ramondre Stevenson. Carl Williams, un receveur, on avait besoin d'un gars qui peut créer de la séparation. C'est qu'on n'en avait pas l'année dernière avec des gars Mhm. comme Jalen Polk et Javon Baker. Là, Carl Williams peut créer de la séparation. C'est un gros bonhomme. J'adore l'ajout de Carl Williams aux côtés de Stephon Diggs. On a repêché Jared Wilson. On dit également que c'est l'un des meilleurs centres disponibles au repêchage. Bref, les Patriots ont vraiment frappé un grand coup là, au repêchage. Ouais, j'ai bien aimé le repêchage des Patriots. J'ai dit les Commanders n'ont pas repêché porteur de ballon. Ils en ont repêché un en 7e ronde. On va voir ce que ça va donner. Les porteurs de ballon, des fois, il y en a qui sont repêchés en 5e, 6e, 7e ronde. Puis ils réussissent justement à avoir des belles carrières, du moins être productifs du côté de la NFL. Mais bon, les chances sont contre lui quand même, étant donné qu'il a été repêché lors de la dernière ronde. Mais oui, les Patriots, j'ai aimé le repêchage. Toutefois, tout va dépendre de Will Campbell. Au moins, tu sais, je parlais de Danny Machocha qui avait sa liste d'épicerie. Mais c'est la même chose pour Mike Vrabel pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. La liste d'épicerie, on a coché les items dont on avait besoin. Il fallait adresser la position de bloqueur à gauche. Ça, c'était la priorité. La seule chose, c'est est-ce que Campbell euh, va être un bon bloqueur à gauche. Ça, on a parlé beaucoup là, avant le repêchage de la longueur de ses bras. Il a des bras très courts. Là. Lors du combine, c'est moins de 33 pouces, mais lors de son Pro Day, bon, là, c'était au-dessus de 33 pouces. Pourquoi 33 pouces? L'année dernière, du côté de la NFL, des 64 bloqueurs partants, là, OK? Je parle de bloqueur à gauche, bloqueur à droite, donc les 32 équipes, ça en fait 64. Il y en a seulement 3, Marc-André, qui avaient des bras Mhm. plus court que 33 pouces. OK? Donc, ça, c'est important parce que les ailiers défensifs sont grands et sont longs. Donc, tu dois avoir des longs bras. Puis en plus de ça, Campbell, les matchs où il y a eu des ennuis, ça a été justement contre des joueurs, des ailiers défensifs qui avaient des longs bras, dont l'ailier défensif Jackson d'Arkansas, qui a été repêché par les Bills de Buffalo. Il y a eu un match difficile, Campbell, contre lui. Tu parles de joueurs de calibre de la NFL. Ça va être à surveiller. Mais il fallait adresser la ligne à l'attaque. On a repêché Campbell. Il a l'attitude, justement, à la fin de ramener le Patriot Way à la Nouvelle-Angleterre. C'est un joueur qui a beaucoup d'attitude. Je ne sais pas si tu l'as vu en entrevue après qu'il a été repêché. Il a dit qu'il était prêt à mourir afin de protéger Ouais. Drake May. Ça, c'est ça que tu vas entendre de la part de ton bloqueur à gauche. Effectivement. Effectivement, il y a des gens qui dressent un parallèle quand même intéressant avec Judkins et le duo Judkins-Anderson qui était à Mhm. Ohio State, avec le duo qui était à Georgia à l'époque, là, et de Nick Chubb et de Sonny Michel. On comparait Anderson à Sonny Michel et Judkins à Nick Chubb. Et c'est drôle parce que Judkins s'est retrouvé avec les Browns comme Nick Chubb et Anderson avec les Pats comme Sonny Michel à l'époque. Bref, je trouvais Ouais, que c'est comme tout est dans tout, comme on dit. ouais, ben oui, mais écoute, moi, Trayvon Anderson, c'est un de mes joueurs favoris du repêchage. OK? C'est un joueur qui est explosif, un excellent receveur sortant de charrière, mais c'est tout un bloqueur. Puis ça aussi, ça va dans le thème de donner un coup de main au développement de Drake May. Là, tu lui donnes une option en sortant de charrière qui a des mains sûres, mais également au niveau de la protection, c'est une autre façon afin de bien protéger notre jeune carrière. La protection, c'est pas juste la ligne à l'attaque. Tout d'abord, la protection commence toujours avec le carrière. Le carrière à se débarrasser du ballon rapidement. Mais il n'y a pas juste la ligne à l'attaque. Les receveurs de passe doivent courir les bons tracés de passe justement pour que le carrière puisse se débarrasser rapidement du ballon. Et la dernière ligne de défense, de protection pour le carrière, ce sont les porteurs de ballon. C'est eux là, qui peuvent colmater les brèches s'il y a des manquements au niveau de la ligne à l'attaque. Mais il faut que le porteur de ballon comprenne bien ses assignations en termes de protection. Souvent, que ça arrive avec les porteurs de ballon étoiles au niveau du football universitaire américain, on ne les demande pas de bloquer beaucoup. Quand ils arrivent dans la NFL, écoute, il y en a qui ne savent même pas quel est le bon joueur à bloquer. C'est d'abord avant tout. Mais Trayvon Anderson, lui, il comprend ça. Puis, il est tellement robuste en protection. Pour les gens, s'ils veulent, peuvent aller sur YouTube et regarder justement certains de ses blocs.
sais, il arrive avec des mauvaises intentions là, contre les secondaires de ligne ou les demi-défensifs qui s'emmènent en blitz. En plus de ça, comme je l'ai dit, il est explosif. Bref, je pourrais continuer d'en parler. Trevor Anderson, là, je pense que tu vois à quel point je suis enthousiaste de ce choix au repêchage pour les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Tu as parlé de Carl Williams. Tu sais, les Patriots n'avaient pas été capables, là, mis à part, bon, lorsqu'ils ont mis Dick sous contrat, mais Dick, c'était pas l'option numéro un là, du côté des Patriots de Nouvelle-Angleterre durant la saison morte. On a tenté notre chance au niveau du marché des joueurs autonomes avec d'autres receveurs. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on avait toujours besoin de cette position-là. Carl Williams, il y a beaucoup de gens qui l'aiment énormément, qui adorent son potentiel à la position de receveur de passe. On va voir si ça va fonctionner. Mais on a bien fait. Là. On avait signé beaucoup de joueurs en défense durant la période des joueurs autonomes. Là, on s'est concentré plus sur l'attaque. Ce sont des joueurs qui vont pouvoir grandir avec Drake May. J'aime ça. En tout cas, sur papier, j'aime ce que les Patriots ont fait. Mais encore une fois, avec les choix repêchage, Marc-André, il faut que ces joueurs-là ils performent. Maintenant, il faut que le coaching staff les développe, les aide à se développer, puis là, les aide à performer également. Le Brian Thomas de 2025 au niveau fantasy, il est peut-être avec les Patriots, selon moi. Ça reste à Comment? Qui voir. On ça aura t'a dit, l'occasion excuse-moi? Je dis au niveau fantasy, le Brian Thomas de 2025, il est peut-être justement là avec les Patriots, selon moi. Ah On oui, aura tu penses? l'occasion d'en Puis ça va parler. être qui? Avec Carl Ça va être Williams? qui? De Carl Williams, tu parles? Oui. OK, non, mais je parlais Oui, en termes oui. d'impact. Peut-être ça aurait été Anderson. Tu parles. OK, déjà, c'est votre prédiction Le fantasy. Brian, OK. ouais, non, je On va- parlais à un receveur qui. Ouais, Je ouais. dis ça, je dis rien. Tu mets de la pression Ça sur pour dire, Williams, hein? Mais ça Thomas pour dire que. avait été un choix de première ronde, toutefois. Le Williams, c'est troisième Ouais. ronde. Là. Ouais, bref. Mais tout ça pour dire que ça couronne vraiment une saison morte, vraiment époustouflante selon moi pour les Patriots. Là, on avait de l'argent à dépenser, on a amélioré notre défense, on a eu un repêchage, on a amélioré l'attaque, on a donné de la protection à Mhm. Drake May. Bref, c'est vraiment une saison morte couronnée de succès du côté des Pats. Si on passe maintenant aux Vikings, Ouais. Didier, on a appris des choses également du côté des Vikings, selon moi. On a appris, Didier, que c'est l'équipe de J.J. McCarthy parce qu'on a transigé pour acquérir Sam Howell, qui est un corps réserviste dans la NFL. Ne soufflera pas dans le coup de J.J. McCarthy la saison prochaine. Et évidemment, on lui a donné de la protection au niveau de la ligne à l'attaque en première ronde avec Donovan Jackson. Ouais, ben, pour Howell, moi, j'ai conservé mes actions de Sam Howell. OK? Je OK? l'aimais à North Carolina. Je trouve qu'il avait montré des bonnes choses. Lors de son année recrue, il s'était retrouvé comme carrière partant à avoir des départs pour les Commanders de Washington. J'ai conservé mes actions. La valeur a chuté, là. OK? L'action de Sam Howell a chuté, mais je la conserve. Je garde espoir que ça va remonter s'il peut se retrouver dans une situation idéale éventuellement. Bref, pour les C'est ton Cole Vikings, Kemet. ouais, c'est mon Cole Kemet, c'est ça. Là, je suis tout seul sur le bandwagon, OK, de Sam Howell. Il n'y a personne. C'est moi, puis je suis tout seul. Il n'y a personne. Mais éventuellement, que toi pas, s'il finit par devenir un bon carrière partant, là, tu vas m'entendre en parler constamment, je t'avertis. Mais pour les Ouais. Vikings du Minnesota, c'est une autre équipe ça, qui avait signé plusieurs joueurs de ligne à l'attaque au niveau du marché des joueurs autonomes en position à l'intérieur de la ligne à l'attaque. Puis ça devait être la priorité. Souviens-toi de la fin de la saison des Vikings. Oui, on avait critiqué beaucoup Sam Darnold, mais la ligne à l'attaque avait très mal joué. Là. Elle n'avait pas été en mesure de bien le protéger lors de 2 derniers matchs. Excuse-moi. Là, on t'a écharté Donovan Jackson, un des meilleurs gardes du repêchage, au produit d'Ohio State. Et Jackson, l'année dernière, en raison de la blessure à Josh Simmons, qui était bloqueur à gauche partant des Buckeyes d'Ohio State, s'est blessé après le 4e match de la saison régulière. Ben là, on l'a déplacé de garde à bloqueur à gauche. Puis c'est un joueur dont on n'a pas suffisamment parlé, selon moi, lors de la saison des Buckeyes l'année dernière. Ils ont terminé en remportant le championnat national. Mais Jackson a été solide à la position de bloqueur à gauche, alors que c'est même pas sa meilleure position. Il est un excellent garde. Alors, on a continué justement à construire ce mur là, au niveau de la ligne à attaque du côté des Vikings du Minnesota. On n'avait pas beaucoup de choix au repêchage, seulement 5 sélections. On n'avait pas de choix de 2e ronde. Mais juste le thème, tu sais, notre priorité, c'était d'améliorer notre ligne à attaque tout au long de la saison morte afin de permettre à J.J. McCarthy de se développer. Ça n'a pas été un grand repêchage du côté des Vikings, étant donné qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix, mais j'aime la sélection de Jackson en première ronde. Ty Felton, aussi, également le receveur de passe de l'Université du Maryland, pourrait voir de l'action, selon moi, dans
comme Mhm. demi-inséré là, aux côtés de Justin Jefferson et Jordan Addison. Ça reste à voir aussi. Et je voulais juste te dire, Didier, qu'on a repêché en 5e ronde Tyrion Ingram Dawkins, qui mesure 2 pieds de plus que Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Exactement. Donc, euh, il, me... si, il oui, mesure combien? 6 et 5 contre 6 pieds 5 contre 4 pieds 5 pour Tyrion Lannister là, dans Game of Thrones. Donc vraiment 2 pieds au Ouais. complet de plus pour Ah, l'allié défensif Tyrion. des Vikings. Ah, Tyrion. Ça c'était mal fini, Game of Thrones, pour lui. Ben, comme la série au complet, là, ça avait mal fini, là, la dernière saison, mais Exactement. bref. C'est une autre On a une conversation. question. On a une question maintenant de DJM95 via YouTube et qui nous demande notre opinion sur Denver qui sélectionne un demi de coin en première ronde. Bref, sur le repêchage des Broncos. Hmm. Merci DJM95, toujours apprécié. Vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel, via YouTube, via les réseaux sociaux également, Instagram. Bref, YouTube, voyons, X, Twitter également. Bref, notre Mhm. opinion sur le repêchage des Broncos de Didier, moi, je pense qu'il est excellent. J.D. Barron, vraiment, vient, selon moi, ajouter à une tertiaire. Je pense sincèrement qu'avec l'ajout de J.D. Barron, c'est la meilleure tertiaire de la NFL, ça des Broncos. Hey, ça a été long avant qu'un demi-coin soit repêché en première ronde, mais Barron est le meilleur demi-défensif du repêchage. Pour moi, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Demi-coin, mais il est très polyvalent. On mise déjà sur Patrick Surtain. Bon, ça prend deux beaux demi-coins, là, mais on mise sur le meilleur demi-coin de la NFL, Patrick Surtain, joueur par excellence en défense de la Ligue la saison dernière. Mais Barron, c'est une arme en défense. Il peut être déployé de plusieurs façons. Dans la position de demi-coin, maraudeur, mais la position où il excelle le plus, c'est la position de demi-coin intérieur, la position de nickel, parce qu'il est robuste en plus. C'est tout un joueur de football. Donc, pour répondre à la question de Gem 95, j'adore cette sélection du côté des Broncos. Comme tu viens de dire, là, on se retrouve avec toute une tertiaire du côté de Denver. Puis, oublie pas, là, on a été parmi les meneurs de la NFL au chapitre des sacs du quart. Là. On a un front qui est capable d'appliquer de la pression. Avec cette tertiaire-là, la défense des Broncos, elle va être très bonne, j'ai l'impression. Là. Et puis pour ce qui est du travail qu'on a fait à Denver, est-ce qu'on a donné un coup de main à notre jeune carrière? Bon, on l'a vu déjà, bon, Denver avec une bonne attaque l'année dernière. Mais choix de deuxième ronde, R.J. Harvey, produit de l'Université Central Florida. Oh, Du je suis côté de Sean hype, Payton, Didier. pardon? Je suis hype sur RJ Harvey, la Ah destination, oui, là. ouais, Oh, je ah oui, suis vas-y, ouais, hype. pourquoi, dis-moi ça, dis-moi ça. Là, Fantasy, là, je trouve que c'est ah, le grand gagnant. Le grand gagnant, là. R.J. Harvey, Didier, j'ai ah vu oui, passer une stat, je vais te la dire. John Payton a seulement repêché 4 porteurs de ballon avant la troisième journée, avant du repêchage. Là, en tant ok. qu'entraîneur-chef, Reggie Bush, deuxième au total, Mark Ingram, Mhm. Alvin Kamara et maintenant R.J. Harvey. Donc, moi, ça me dit tout. Ok, Il ouais, aura un t'es pas rôle obligé on n'est prédominant. pas obligé de t'en dire plus. J'ai passé hier un moment à regarder 15 minutes de faits saillants de R.J. Harvey à l'université, là. Ok, fait que t'es all-in sur R.J. Ouais, Harvey. Hein. Il est ouais, explosif, il est ouais. vraiment rapide. Puis c'en a un autre, un peu comme Trevon Anderson, pas aussi robuste qu'Anderson. Mais toutefois, il a vraiment des bonnes mains. Là. C'est un bon receveur de passe. Il cadre très bien dans la réalité de la NFL maintenant. Sean Payton, apparemment, lui, là, il est en amour avec Ashton Genty. Hein. Je sais pas si tu te souviens, avant le Mhm. repêchage, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il essaie de compléter une transaction pour grimper au classement afin de repêcher Genty. Puis il s'en est pas caché hein, lorsqu'on lui en a parlé après le repêchage. Lui, il voyait Ashton Genty dans sa soupe, mais malheureusement, on n'a pas été en mesure d'en venir à une entente pour repêcher un porteur de ballon. Finalement, on a attendu en deuxième ronde avec R.J. Harvey. Comme je viens de dire, c'est un joueur qui est explosif. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu tôt pour le repêcher, mais je pense vraiment qu'il faisait partie des bons porteurs de ballon. C'est un porteur de ballon toutefois qui est plus complémentaire. Hein. Il n'est pas imposant physiquement. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir là, au niveau du champ arrière des Broncos de Denver. Mais oui, écoute, ça donne un coup de main. Pour continuer avec notre thème, est-ce qu'on a aidé notre jeune carrière, notre carrière de deuxième année? Il n'y a aucun doute que la présence d'Harvey va donner un coup de main à Bo Nix, comme l'arrivée de Trevon Anderson à la Nouvelle-Angleterre. Ça, là, vraiment, c'est un excellent dépanneur en sortant du champ arrière, puis on va pouvoir le déployer
d'autres façons. Écoute, Sean Payton, c'est une chose qu'on sait, il a beaucoup d'imagination en attaque. Tu sais, on l'a vu de la façon dont il utilise les joueurs, dont il utilisait Reggie Bush. Qu'est-ce qu'il a fait avec Taysom Hill? Tu sais, Taysom Hill est devenu une arme. C'est développé comme étant une arme, lui qui était un carrière dans les rangs universitaires. Alors, ouais, non, écoute, c'est pour parier sur un porteur de ballon qui va avoir un impact. RJ Harvey, c'est un bon choix. En tout cas, on a également ajouté encore plus de joueurs en défense, là. Je pense qu'on peut parler des Broncos, mais elle était déjà une excellente défense l'année dernière, parmi les meilleures de la ligue. Je Mhm. pense qu'elle va le demeurer encore une fois cette saison. Si on parle maintenant des Falcons d'Atlanta, qui ont fait un grand splash là, en première ronde avec Jalen Walker et même ont transigé pour repêcher James Pierce également. Par la suite, Didier, seulement 5 sélections, ça a été un peu plus mitigé. Qu'est-ce que tu as pensé du repêchage des Falcons d'Atlanta? Est-ce qu'on a, puis encore là, si on rattache ça à Michael Penix, on a Mhm. repêché un bloqueur en 7e ronde, mais on n'a pas vraiment donné d'armes là, pour Michael Penix pour qu'il connaisse une deuxième saison à la hauteur. Ouais, mais si tu améliores ta défense, ben là, ton attaque a besoin de marquer moins de points. Donc, tu sais, par la Mhm. bande, t'aides ton carrière, t'aides l'attaque, tu améliores l'équipe au complet. Puis les Falcons, combien de fois je me suis moqué d'eux parce qu'ils étaient incapables de presser les carrières adverses. Ça fait très longtemps que ça dure. Là. Pierre Cheval l'avait mentionné lors de notre couverture de la première ronde du repêchage de la NFL sur les ondes de RDS. Marc-André, lors des 5 dernières années, les Falcons sont derniers pour les sacs du quart. Lors des 10 dernières années, sont au dernier rang. Lors des 20 dernières années, sont au dernier rang de la NFL pour les Hum. sacs du quart. C'est un problème qui perdure, qui est là depuis longtemps, année après année. On a des ennuis. Mais là, clairement, du côté des Falcons, on s'est dit assez, c'est assez. OK, l'année dernière, avant le début du camp d'entraînement, on a fait l'acquisition de Matthew Judon. Ça n'a rien donné. Là, on a arrêté notre choix sur Jalen Walker. Walker, bon, il y a des gens à 6 pieds 1 pouce qui disaient, bon, est-ce qu'il peut jouer à la position de chasseur de quart? Ben, les Falcons, immédiatement après l'avoir repêché, ils ont confirmé que oui, il allait jouer à la position de chasseur de quart. Il jouait à la position de secondaire de ligne dans les grands universitaires à Georgia, mais il est tellement polyvalent. Donc, on peut jouer à la position de secondaire, celle de chasseur de quart. Mais Walker, en plus de ça, c'est un joueur qui amène beaucoup d'attitude. OK? On n'avait pas vraiment de, qu'est-ce que je comprends, un joueur de sa trempe au sein du front de la défense, de l'attitude, du leadership. Donc ça, c'est un joueur qui potentiellement peut donner, peut amener un changement là, au niveau de la défense des Falcons d'Atlanta. Je parle de changement de culture et de mentalité. Après ça, on t'a cherché un des meilleurs chasseurs de quart pur là, du repêchage. Abdul Carter était dans une classe à part. Mais après ça, moi, James Pierce, c'est un des joueurs que j'aimais beaucoup avec Mike Green. Mike Green, je vais t'en parler un peu plus tard. Mais James Pierce, il est très explosif. Il est léger, il va devoir ajouter du poids à sa Il y a des charpente. J'ai problèmes aucun hors doute terrain là-dessus. aussi que j'ai lu, hein. On questionne un peu sa Ouais, c'est ça. maturité hors terrain. Ouais, il y a plusieurs, il y a quelques joueurs là, qui ont été repêchés en première ronde où il y a ça, mais James Pierce, c'est ça, moi j'ai lu ça récemment aussi, ça, je ne sais pas au courant de ça avant le repêchage. Peut-être que c'est pour ça qu'il a chuté un peu. Bref, peu importe. Mais une chose qu'on ne pourra pas dire, c'est que les Falcons n'ont pas essayé de solutionner ce problème-là qui dure depuis très longtemps à Atlanta, le fait qu'on n'est pas capable d'avoir une pression régulière sur les carrières adverses. On a eu des joueurs ici là au fil du temps, Patrick Kearney, il y avait eu, c'est quoi son nom? Il est défensif, ancien Virginia Tech, portait le numéro 44. Là, lorsqu'on a perdu le Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, John il était dans Abraham. les meneurs pour. Non, non, ça c'était avant, ça c'est plus longtemps. Johnny Braham, c'est à l'époque de Michael Vick, je me souviens bien. Il portait le numéro 44, l'ancienne Virginia Tech, et c'était un choix de première ronde. Euh, J'allais dire Écoute, si tu première veux ronde, c'est googler, je quoi? peux prendre Vic la balle au Beasley. bon. Vic Beasley. Ah Ouais, oui. Vic Beasley. Vic Beasley. OK. C'est ça, cette année-là, il avait mené la NFL et les Sacs du Corps, mais c'était sa seule bonne saison. Bref, ça fait longtemps. Fait que là, je peux pas critiquer les Falcons. Je peux plus me moquer d'eux. Ils ont essayé de solutionner le problème. Là, ça va être à ces joueurs-là, comme j'ai dit pour les autres joueurs repêchés. Ça va être au coaching staff de développer ces joueurs-là, puis ça va être à eux de performer. Mais j'ai définitivement confiance en Jalen Walker. Voir qu'il se fait avec Pierce. Pierce, il est talentueux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne peux pas critiquer les Falcons pour ça. Là. La défense, en théorie, devrait être améliorée. Surtout si on a l'avance. Il faut que tu aies l'avance, que tes chasseurs de corps se mettent en marche.
Là, ça va être à Michael Penix, c'est à l'attaque. On a investi beaucoup, Marc-André, hein, au sein de Mm. l'attaque là, lors des dernières années au niveau du repêchage. Là, on va voir. Il faut marquer des points maintenant. Est-ce qu'on pourra protéger notre avance avec nos 2 choix de première ronde? Ce qui est un fait peut-être inusité, c'est rare qu'on voit ça dans la NFL, c'est que les Falcons ont été très bavards avec le fait qu'ils adoraient James Pierce avant le repêchage. Souvent, ils se pavanaient clairement en disant que «Nous adorons James Pierce». Souvent, les équipes, c'est plus un secret d'État, là, les choix de repêchage, leur Ouais. classement, de repêchage également. C'est peut-être ça aussi qui a mené au fait qu'ils ont dû payer très cher, là, pour, pour monter, pour grimper au repêchage, pour faire l'acquisition de Pierce. Mais Ouais, oui, puis ils ont j'ai donné un trouvé choix ça de quand même première ronde. Ils ont pas de choix exactement, de première exact. ronde en 2026, hein? Ouais. Ouais, puis tu sais, Ça, j'avoue, c'est. c'est avec les Rams, ils ont transigé avec Les Snead, là, qui probablement, s'est servi de ça pour justement faire grimper la valeur de rang de sélection-là, là. Ils savaient qu'ils le voulaient, ouais. Ouais. Ils savaient qu'ils l'aimaient, James Pierce. Mais non, il faut le mentionner, c'est ça. Donc, les Falcons n'ont pas le choix de première ronde l'année prochaine, là, à la suite de cette transaction-là. Puis, c'est ça, il y a des gens qui les critiquent pour tout ce qu'ils ont donné afin de pouvoir repêcher James Pierce. Parce que généralement, qu'est-ce qu'ils ont donné? Tu sais, c'est pour aller chercher un carrière ou des joueurs en attaque. Mais je pense vraiment du côté des Falcons, on était tannés là, de ne pas être capable de presser les carrières adverses. Alors on s'est dit, regarde, on va y aller, on va donner un grand coup, on va voir si ça va rapporter, mais je ne peux pas les critiquer parce qu'il fallait prendre une décision drastique, là, étant donné qu'encore une fois, on a ignoré la position de chasseur de cartes via le marché des joueurs autonomes. Et si on était allé chercher un chasseur de cartes sur le marché des joueurs autonomes, Marc-André, ou avant le repêchage, ben là, peut-être qu'on n'aurait pas eu à compléter cette transaction-là pour James Pierce. Donc, s'il peut avoir un reproche à ce niveau-là du côté des Falcons, mais si Pierce et Walker se développent en tant que chasseurs de cartes qui récoltent année après année 10 sacs ou plus, ben là, les Falcons vont être en voiture, comme on dit. En surface, ça a aussi l'air d'un DG qui essaie de sauver sa job pour la prochaine Ouais, saison, là. aussi. Aussi. Puis Kirk Cousins est toujours à Atlanta au moment où on se parle. Hein? Oui, oui, ça aussi. Ouais, ouais, Repêchage lui, maintenant Aaron qu'on a. Rodgers, 2 dossiers à suivre. Les repêchages maintenant, Didier, qu'on a aimé et qu'on a moins aimé, je te lance la balle. Un repêchage que tu as particulièrement aimé, on commence par quoi? Quelle équipe t'a vraiment plu, le repêchage t'a plu en fin de semaine dernière? J'ai mentionné le nom de Mike Green. Hein? Il a été repêché Mhm, les par les Ravens? Ravens de Baltimore. Oui, pour moi, Mike Green, après Abdul Carter, c'était le meilleur chasseur de cartes du repêchage. Je vous ai parlé d'à quel point j'aimais James Pierce. Moi, j'aimais Mike Green avant James Pierce. Il a réussi 17 sacs et demi du quart l'année dernière à Marshall, mais c'en a un autre là, qui avait des problèmes à l'extérieur du terrain. C'est la raison pour laquelle il n'a pas été repêché en première ronde. Puis de qu'est-ce que j'ai lu, apparemment, il y avait même des équipes qui ne l'avaient même pas sur leur tableau. Ils se sont dit non, on ne veut pas avoir à gérer Mike Green et les problèmes qu'il a eus à l'extérieur du terrain. Il n'a jamais été accusé formellement, mais il y a eu des incidents avec des jeunes demoiselles lorsqu'il était à l'école secondaire et lors de son premier arrêt dans les rangs universitaires qui était à l'université Virginia. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à Marshall. Mais écoute, d'avoir un joueur de ce talent-là qui s'ajoute aux Ravens, qui était une des meilleures formations de la NFL, on avait un besoin afin de presser les carrières. Là, souviens-toi, la défense contre la passe des Ravens de Baltimore était mauvaise l'année passée. Okay? Il y a eu des matchs où c'en était même troublant. On avait perdu des avances au quatrième quart. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on laissait les équipes revenir dans les matchs. Alors, jumelé avec la sélection de Malachi Starks, okay? Ah ouais. Possiblement le meilleur maraudeur du repêchage. Donc, là, tu viens de t'améliorer contre la passe. Avec l'arrivée de Malachi Starks et Mike Green, qui est un des 20-25 meilleurs joueurs de tout le repêchage. Tu l'as eu plus tard en raison de ses problèmes à l'extérieur du terrain. Si ça, c'est derrière lui, écoute, la défense des Ravens va être nettement améliorée. Là. Donc, moi, le premier repêchage que j'ai aimé, ouais, c'est celui-là des Ravens de Baltimore. Toi, de ton côté, donne-moi un repêchage que tu as aimé. La Star, Didier, il y a certains, c'est peut-être poussé, là. Il y en a beaucoup qui voient en lui un Ed Reed. On s'entend, Ed Reed est probablement Non, non, le non, meilleur non, 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 maraudeur non, non, dans non, non, l'histoire de la non, NFL, mais on non, peut. non, Il y en a qui non. disent que ça pourrait avoir ce genre d'impact-là, là, potentiellement.
moi, quand le gars n'a même pas joué un match dans la NFL, puis là, tu le compares à ce qui est possiblement le meilleur maraudeur de toute l'histoire ou un des meilleurs. J'ai de la misère avec ça. Ça, c'est comme Micah Parsons. Après son année recrue, il y a des gens qui ont osé le comparer à Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, qui est le meilleur joueur en défense de l'histoire de la NFL pour moi. C'est un des meilleurs chasseurs de cartes de l'histoire de la Ligue. J'étais comme, ben voyons donc, là, on peut-tu donner une chance, là, sérieusement, comparé à Lawrence Taylor? Puis en plus de ça, Abdul Carter a le culot de demander à Lawrence Taylor s'il pouvait avoir son numéro 56 avec les Giants. Puis je suis content, Lawrence Taylor lui a dit, non. Il a dit, regarde, trouve-toi un autre numéro, puis c'est à toi à créer ce numéro-là, tu sais. Voyons donc. Hey, c'est comme si le Canadien repêchait un ailier droit talentueux. Puis là, lui, puis si Maurice Richard était toujours en vie, puis là, il allait demander à Maurice Richard, je peux-tu porter le numéro 9? Non. Ouais, non, Lawrence Taylor, c'est le plus grand joueur d'histoire des Giants. Je suis content que Lawrence Taylor lui ait dit non. Là. Trouve-toi un autre numéro, Abdul Carter. Moi, j'ai adoré, Didier, le repêchage des Seahawks parce qu'on a repêché des athlètes. On a repêché Gray Zabel en première ronde. On parlait tout à l'heure du Senior Bowl là, où Shedeur Sanders ne s'est pas présenté, mais lui, il a vraiment fait augmenter sa valeur. Il a été excellent au Senior Bowl, Greg Zabel. C'est un besoin qu'on avait du côté de la ligne à l'attaque des Seahawks. Et par la suite, on a repêché Nick Emmanwori. On a repêché des athlètes, des joueurs qui... Pardon? Là, j'ai dit mon gars. J'aime Oui, Emmanwori. Puis il y a des gens qui dressent des comparaisons avec Kyle Hamilton là, que Mike McDonald pourrait retrouver à Seattle. Ensuite, Elijah Arroyo, on dit que c'est un ailier rapproché, assez athlétique aussi, pourrait potentiellement voir le terrain rapidement et on dit qu'il est même meilleur que Noah Fent. Noah Fent, vraiment, ne rajeunit pas. On a repêché également un athlète, Torrey Horton, là, en cinquième ronde, un receveur de passe, 6 pieds 2. Il a été blessé en 2024. Il jouait à Colorado State. Mais en 2023, en 2022, plus de 1100 verges par la passe. C'est un joueur dont on avait besoin avec nos petits receveurs de passe, nos Smith Njigba, on a Cooper Kupp maintenant. Un gars qui peut étirer les défenses, Torrey Horton, s'avérer un choix intéressant du côté des Seahawks. J'ai adoré vraiment ce qu'on a fait à Seattle. John Schneider a vraiment été excellent encore une fois. C'est un joueur, c'est un DG qui repêche généralement bien. Puis justement, on a repêché des athlètes qui ont du talent, qui ont des habiletés pures, et c'est ça que j'ai aimé du côté du repêchage à Seattle. Avec Zabel, il fallait adresser l'intérieur de la ligne d'attaque, surtout avec Sam Darnold au poste de quart. Là, on l'a vu que les Vikings, sa protection ne tient pas le coup, ça va pas bien pour Sam Darnold. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se devait de faire. Mais oui, on t'a cherché des athlètes, hein, des gars qui sont grands, gros, rapides. Même Jalen Milroe. Même Jalen Milroe, c'est un athlète. J'allais t'en parler. Oui, j'allais t'en parler. Écoute, il a couru un 4-3. Il a couru un 4-3, l'ancienne carrière de l'Université d'Alabama. Ça, c'est un projet pour le développer. Moi, je pense qu'on va le voir sur le terrain de cette année. Tu sais, formation Wildcat. Il est trop un bon athlète juste pour le laisser sur les lignes de côté. Il doit se développer en tant que passeur. Ça, aucun doute là-dessus. Pour moi, Milroe aurait dû rester dans les rangs universitaires, quitte à changer d'école. Il semble qu'il ne cadrait pas bien dans le système de DeBoer, l'entraîneur-chef à Alabama. Mais il aurait dû rester dans les rangs universitaires pour se développer. Bon, là, c'est derrière nous, ça. Il ne peut pas retourner à l'école. Mais c'est tout un athlète. Tu sais, il a un bon bras en plus. C'est un athlète explosif, comme j'ai dit. Il court en 4-3. Il court comme un porteur de ballon. Parce que lorsqu'il court en plus, il est robuste. Il est difficile à amener au sol. C'est un spécimen physique. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Avec Milroe, dans le pire des scénarios, s'il ne se développe pas éventuellement afin de devenir un carrière partant, ben, peut-être que tu peux en faire un Taysom Hill. C'est un homme à tout faire au sein de ton attaque. C'est ce genre d'athlète-là. Jalen Milroe. Donc ça, j'ai bien aimé cette sélection-là. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que Mike McDonald va faire avec Nick Emmanwori. Okay? C'est comme tu l'as dit, il a développé Kyle Hamilton à Baltimore. Emmanwori est un meilleur athlète qu'Hamilton. 6 pieds 3 pouces, 220 livres, a couru un 4-3 ou 40 verges. Il est intimidant, il conne fort. Moi, je l'avais comparé à Cam Chancellor, l'ancien maraudeur étoile des Seahawks de Seattle à l'époque du Legion of Boom. Puis là, on l'a repêché à Seattle. Alors, mais j'ai mes réserves toutefois face à Sam Darnold. Mais pour ce qui est du repêchage, moi aussi, j'ai aimé ce que les Seahawks ont fait.
Il n'y a pas de doute Un autre là-dessus. repêchage que tu as aimé, Didier? Les Jets de New York. Imagine-toi. Les Jets. C'est un Wow! nouveau régime. C'est un nouveau régime. Écoute, c'est un nouveau régime à New York, nouvelle administration. Alors, pourquoi pas? Écoute, sur papier, on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Sur le terrain, ça se garde pour les Jets de New York depuis toujours. Mais tout d'abord, Armand Membou en première ronde, Marc-André. J'avais sélectionné dans notre mock draft avec les Jets. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé dans la réalité. Mais Membou, premièrement, a plus de 330 livres. Il est très athlétique. C'est un bloqueur à droite, un produit de l'Université du Missouri. Puis, c'est un bloqueur à droite, puis c'est correct, parce qu'il va jouer à la position de bloqueur à droite avec les Jets. Parce que l'année dernière, Fashanou, choix de première ronde, ancien de Penn State, ben, c'est un bloqueur à gauche. Donc là, aux deux extrémités, ça devrait être une force à la ligne attaque des Jets, qui a été misérable lors des dernières saisons. Mais là, pourrait être une force cette année. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Mason Taylor, il est rapproché de LSU, fils du membre, du membre du Temple de la Renommée, oui. Jason Taylor, il y a des gens qui pensent que son meilleur football est devant lui. Là, tu vas me dire, on peut dire ça de tous les joueurs qui sont repêchés, mais à LSU, c'est qu'il y avait tellement... tu sais, LSU, c'est une équipe qui regorge de talent année après année. Donc, c'est comme si Mason Taylor était perdu un peu là-dedans, mais on dit de lui en tant que receveur de passe, c'est un bon bloqueur, mais en tant que receveur de passe, il y a beaucoup de potentiel là qui n'a pas nécessairement été exploité à LSU. Donc, j'ai hâte de voir son développement. Le demi-coin Thomas qu'on a repêché, il avait subi une grave blessure, mais ça, c'est un joueur que si ce n'était pas de cette blessure-là, il aurait possiblement été repêché plus tôt en quatrième ronde. Malachi Moore qu'on a repêché d'Alabama ou également Marauder. Donc, ils sont allés chercher plusieurs joueurs que j'aime. Donc, c'est pour ça que j'aime le repêchage des Jets, mais vraiment la ligne à l'attaque qui pourrait être une force du côté des Jets. Mais comme je viens de parler des Seahawks, pour moi, Sam Darnold, c'est un point d'interrogation. Justin Fields en position de carrière, certainement un point d'interrogation également. Toi, est-ce que tu as un autre repêchage que tu as aimé? Les Retire Cardinals ton de attention. l'Arizona, vraiment, et ton chouchou également du repêchage, Walter Nolan en première ronde. Mais aussi, on a mis la Il va main avoir sur une Will meilleure carrière que Johnson. Mason Graham, je te le dis. Mais aussi, on a mis la main sur Will Johnson en deuxième ronde qui a glissé jusque-là. Je sais qu'on questionne sa vitesse, mais s'il est de retour en santé, je pense que les Cardinals ont frappé un grand coup. On a vraiment remodelé la défense durant l'entre-saison. Je pense même que les Cards vont être l'une des bonnes défenses, pourrait être l'une des bonnes unités défensives de la NFL lors de la prochaine saison. On a rapatrié des vétérans aussi comme Calais Campbell qui vont venir aider ces jeunes-là en défense. Cody Simmons également, le secondaire de l'Université Ohio State, on pense qu'il pourrait même être Oui. partant immédiatement chez les Cards. Vraiment un repêchage aux allures défensives du côté des Cards, mais vraiment, je pense qu'on a fait du bon boulot là, en défense. Par contre, j'aurais peut-être aimé qu'on repêche des joueurs de ligne offensive pour venir aider Kyler Murray, puis la ligne attaque est un peu coussi-coussa, mais somme toute, j'ai adoré le repêchage, spécialement en défense des Cardinals. Surtout les deux premiers choix. Ouais, ben c'est ça. Ces deux premiers choix-là, ça peut être tout ou rien. OK, puis ce Walter Nolan, autant que je l'aime, là, il est talentueux, mais lui aussi, c'est un joueur où il y a des questionnements à l'extérieur du terrain. Tu sais, puis les joueurs qui ont on dit en anglais, là, des red flags, des drapeaux rouges, très souvent, ça revient les hanter, tu sais, plus tard, là, tu sais, au cours de la carrière. C'est pas immédiatement, mais des fois, c'est lors de la quatrième, cinquième saison. Euh, Autant que j'adore Walter Nolan, mais il faut être conscient de ça. Donc, et en plus de ça, Will Johnson, une des raisons pour laquelle il a chuté au repêchage, c'est que lors des examens médicaux, ben, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose avec un de ses genoux. OK? Il y a une condition médicale avec un de ses genoux. Et déjà qu'on questionnait sa vitesse. T'sais, on en avait parlé, toi et moi, là. Sa vitesse de pointe. Là, un genou qui est potentiellement amoché, ça ne pardonne pas ça, la position de demi-coin. Là, quand tu as des questions au niveau de ta vitesse de ton genou. Donc, s'il est en santé, ça peut être un vol, Will Johnson. Si Walter Nolan n'a pas de problème extérieur du terrain, pour moi, c'est le meilleur plaqueur du repêchage. Il va être meilleur que Mason Graham. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il a un meilleur potentiel que Mason Graham. Donc, c'est ça. Là. Ça peut être tout ou rien avec ce repêchage-là des Cardinals Arizona. Là, j'ai hâte de voir ça, de suivre la carrière notamment de leurs deux premiers choix au repêchage.
Maintenant, les repêchages qu'on a moins aimés ou qui nous ont laissé sur notre appétit. Écoute, les Cowboys de Attends, Didier. Dallas. Attends, Ouais, Didier, vas-y, juste avant. excuse-moi. On se demande si on est Oui. écouté, le podcast Le Sac du Corps, mais on est écouté en tout cas par une personne qui est vraiment un fan du podcast, Régis, qui avait une question pour nous en lien avec Ah, le oui. repêchage. Ah, ok, ben écoutons la question. Bonjour Didier et toute l'équipe. Premièrement, merci pour toutes les émissions sur le draft, le mock draft, etc. C'était toujours excellent. Ma question, c'est justement sur une stratégie de draft. J'ai pas compris le move là, des Eagles qui ont swappé avec le Kansas City Chiefs à la fin du premier round. Tu sais, je me disais, à quoi ça sert de faire ce move-là quand tu es probablement assuré d'avoir tes propres joueurs, autant les Chiefs que les Eagles. Donc, à quoi ça sert des Eagles de payer même un choix aux Chiefs qui, eux autres, leur permet même d'avancer, de peut-être prendre un joueur que eux recherchent. Tu sais, on dirait que je vois pas le plus-value de faire ça. C'est d'avancer juste de 1 quand tu es à la fin du round, que tu vas peut-être, probablement avoir le joueur que tu veux. Donc, en tout cas, il y a sûrement quelque chose que je ne comprends pas dans cette stratégie-là. J'aimerais ça, si vous pouvez, peut-être m'éclaircir là-dessus. Merci. Suis la feuille de Merci à route. toi, Régis. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais pris des notes, puis là, écoute, mes notes, je les ai écrites tellement rapidement là, que j'ai de la misère à me relire moi-même. Ben, écoute, un gros merci à Régis, tout le temps des questions pertinentes de la part de Régis. Ben, c'est simple, Régis, afin de répondre à ta question, c'est que du côté des Eagles de Philadelphie, avec cette sélection, on a repêché le secondaire de ligne, Jahad Campbell. Et puis, on ne s'attendait pas à ce que Campbell soit toujours disponible à la fin de la première ronde du côté d'Harry Roseman, le DG des Eagles de Philadelphie. On avait Campbell classé parmi les 10 meilleurs espoirs du repêchage. Donc, pourquoi on a complété une transaction avec les Chiefs de Kansas City? C'est qu'on voulait s'assurer d'être en mesure de repêcher Campbell. Oui, on a repêché juste un choix derrière les Chiefs. Mais du côté des Eagles, on s'est dit, OK, il y a peut-être une autre équipe qui, comme nous, adore Campbell et on ne voulait pas que cette équipe-là complète une transaction avec les Eagles, avec les Chiefs de Kansas City et que ce soit cette formation-là qui repêche Campbell au bout du compte. Donc, on s'est assuré à 100% d'avoir notre homme du côté des Eagles. On n'a pas laissé ça à la chance, même si on a juste avancé d'une sélection, mais on s'est dit, écoute, c'est trop beau, Jahad Campbell est toujours disponible, on va compléter la transaction avec les Chiefs afin d'être certain qu'ils ne vont pas compléter une avec une autre équipe. Là, on va se faire voler Campbell à la dernière seconde. Alors, c'est la raison pour laquelle on a complété cette transaction afin de grimper d'un rang à la fin de la première ronde et d'aller chercher notre homme. Alors, j'espère que ma réponse, mes explications ont été claires. Pourquoi les Eagles ont complété cette transaction avec les Chiefs de Kansas City. Puis ça, j'imagine, Marc-André, étant donné que tu es un gros fan des Eagles, ça a dû te faire plaisir. Ah, ça me fait plaisir, oui, Jahad Campbell. Quel choix de la part des Eagles, je l'avais mentionné la semaine dernière. Mais tu veux nous parler des Cowboys, Didier, qui sont déçus là, en fin de semaine dernière. Ouais, ben, en fait, je vais parler des Chiefs. Ça, je te disais, là, mes notes, là, j'ai de la misère à les lire. OK. Avant, je veux te Bon, ben parler les des Chiefs Chiefs! de Kansas City. Vu qu'on vient d'en parler avec la transaction, on a repêché Josh Simmons en première ronde. OK, là, on parle des repêchages qu'on a un peu moins aimés. C'est pas que j'ai pas aimé le repêchage des Chiefs. Je veux juste parler de Josh Simmons parce que c'est particulier. Simmons, avant le début de la dernière saison, était considéré comme c'est pas le meilleur espoir à la position de bloqueur à gauche. Les Chiefs, on en a parlé pendant toute la saison, les problèmes au niveau de la ligne à attaque, en particulier aux positions des deux bloqueurs, puis on a vu qu'est-ce que ça a donné lorsqu'ils ont affronté les Eagles au Super Bowl. Ils ont été démantelés complètement par Philadelphie. Alors, Simmons, il est talentueux. Il est le joueur de ligne à attaque qui a le plus de talent. Toutefois, l'année dernière, il s'est blessé lors du 4e match de l'année des Buckeyes d'Ohio State. J'en ai parlé un peu plus tôt. C'est la raison pourquoi Donovan Jackson avait été déplacé à la position de bloqueur à gauche lorsque Simmons s'est blessé. La blessure qu'il a subie, c'est une rupture à un tendon rotulien à un genou. Ça, il y a un historique dans la NFL pour les joueurs de la ligne à l'attaque. Les gros bonhommes, là, tu parles des gars de 300, 320, 330 livres. Lorsqu'ils subissent cette blessure-là, ils ont beaucoup de misère à revenir ou leur carrière est très écourtée. Ils ne jouent pas plusieurs saisons.
lorsqu'il revient de cette blessure-là. Clairement, l'équipe médicale des Chiefs a dit à Andy Reid, qui est lui-même un ancien joueur de ligne à l'attaque, on a confiance en son genou. Mais il faut surveiller ça quand même. Là. Je regardais ça ce matin, là, j'étais sur X. Il y a Jordan Travis, ancienne carrière de Florida State. Les Jets sont repêchés l'année dernière. Il avait subi une grave blessure à une jambe à la fin de sa carrière à Florida State. Là, il vient d'annoncer sa retraite. L'équipe médicale lui a suggéré de prendre sa retraite. Alors, si tu parles d'un jeune homme qui est au début de la vingtaine, mi-vingtaine ou à peu près, tu es obligé de se retirer. Donc, c'est ça. Quand les joueurs ont des blessures, tu les repêches tôt, c'est toujours un pari que tu fais. Puis là, on vient de le faire. C'est un risque calculé. Là, OK? Moi, je ne suis pas médecin. Là. Les Chiefs misent sur des bons médecins. D'ailleurs, il y a Jean-Philippe Darche, qui fait partie de l'équipe médicale des Chiefs de Kansas City, l'ancien spécialiste des longues remises, notamment des Seahawks de Seattle. Alors, j'ose croire qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, mais c'est un pari qu'on prend là, si jamais il n'est pas en mesure, justement, de retrouver la forme qu'il avait avant de se blesser. Alors, c'est ça que je voulais dire à propos du repêchage des Chiefs de Kansas City. Parlant de paris risqués, moi, je n'ai pas apprécié le repêchage des Bengals de Cincinnati. On a pris des paris, puis on n'est pas en On est mode deux. pari du côté des Bengals. On a repêché des projets, puis on n'est pas en mode projet du côté des Bengals. On a échangé beaucoup de choix pour monter, pour bouger au repêchage, et on était dans le mode plus quantité over qualité du côté des Bengals. On a repêché Shamar Stewart, qui a un potentiel énorme, certes, mais seulement 1,5 sac du corps l'année dernière. On a repêché ça 4,5 en pour sa première ronde. carrière. 4 sacs et demi en 3 ans, Exactement. Marc-André. On a repêché ça, c'est Continue, un continue. projet, il y a un potentiel, mais on n'est pas rendu là. On a besoin de l'aide immédiate du côté des Bengals. Même chose pour Demetrius Knight, 25 ans, un secondaire de ligne en deuxième ronde. Je veux dire, j'ai rien contre le gars, il est peut-être bien bon, mais 25 ans, c'est âgé pour un secondaire de ligne à ce niveau-là dans le repêchage lors de la deuxième journée. Bref, j'ai trouvé que vraiment que les Bengals, on a échangé des choix, on a échangé du capital, on avait beaucoup de trous à combler. Je pense que ça aurait dû être un draft, un repêchage de quantité et non pas, disons, on aurait dû garder ces choix-là pour justement ajouter là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir à notre équipe pour essayer justement de frapper, de combler ces trous-là. Là. En termes de fantasy football, les Bengals devraient être ton équipe favorite. Parce Ben qu'on va oui. avoir besoin de marquer des points, OK? Mhm. Parce qu'on a négligé complètement la défense durant la période des joueurs autonomes. On a mis tous nos sous du côté de l'attaque avec les contrats qu'on a donnés à Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, c'était très mérité. Les Eagles aussi, son contrat est mérité, mais on aurait dû laisser notre équipe lui faire sauter la banque. Là. On a mis tous nos œufs dans le même panier. Même Mike Gesicki, les rapprocher, était une priorité pour Joe Burrow. T'sais, on a essayé Joe Burrow être le DG finalement. On a fait les 4 volontés de Joe Burrow durant la saison morte. Ben, il est mieux d'être prêt, Joe Burrow, puis il est mieux de ne pas se blesser. Pour ce qui est du repêchage, bon, c'est sûr, il fallait mettre une priorité sur la défense. Shamar Stewart, là, bon, je t'ai interrompu, j'en reviens pas, 4 sacs et demi en 3 saisons. T'sais, historiquement, là, les joueurs qui sont repêchés en position de chasseur de cartes et qui n'ont pas de production en termes de sacs, OK? Dans les rangs universitaires, si tu n'es pas capable de récolter des sacs, tu ne vas pas en récolter plus dans la NFL. Il y a des exceptions comme Daniel Hunter, ancien d'LSU, qui est rendu à plus de 100 sacs en carrière, mais c'est l'exception, OK? La règle, généralement, à la position de chasseur de cartes, si tu n'es pas productif dans les rangs universitaires, tu ne le seras pas dans la NFL. Je sais que Shamar Stewart, c'est un phénomène physique. Il est grand, il est gros, il est rapide. Mais où était la production en termes de technique pour battre les bloqueurs? Il mise seulement sur sa vitesse. Ça prend beaucoup plus que ça. Le fait qu'il est repêché par l'organisation des Bengals, je disais, je ne peux pas donner le bénéfice du doute à l'organisation des Browns de Cleveland. Dans l'État de l'Ohio, je ne peux pas donner le bénéfice du doute à aucune équipe professionnelle de football. Penses-tu que je vais avoir confiance aux Bengals pour développer Shamar Stewart? Absolument pas. Non, moi aussi, je ne suis pas un fan. J'endosse tous les propos que tu viens de dire au sujet du repêchage des Bengals de Cincinnati. On va terminer des élections, on parle tout le temps d'endosser les candidats, là, mais c'est ça, je t'endosse à 100%, Marc-André Chaloux. Tu as mon appui. Maintenant, je vais te parler des Cowboys de Dallas. Encore une fois, c'est pas que je déteste ce repêchage. Oui, le receveur de passe. Voilà. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Les receveurs de passe, même, bon, au moins, on a repêché Jalen Blue comme porteur de ballon, l'ancien des Longhorns de l'Université Texas. Je l'aime bien. Il est très...
Ouais, il est explosif, Marc-André. Il est vraiment rapide. Puis il va avoir un impact dans le jeu aérien. Là. Même s'il joue à la position de porteur de ballon. C'est un peu comme Trevon Anderson dont je parlais tout à l'heure. Puis j'oubliais, il y avait un autre porteur de ballon. C'est R.J. Harvey, oui, à Denver. C'est ça, c'est un peu dans ce moule-là. Là. OK? Puis tu peux pas courir avec un secondaire de ligne, Jaden Blue. Oublie ça. Là. Il est trop rapide. Il bouge bien latéralement également. Donc ça, c'est une façon justement d'aider notre attaque par la passe, mais c'est pas nécessairement la position de receveur. Et oui, moi aussi, j'aurais aimé voir à un certain moment donné les Cowboys adresser la position de receveur de passe. On ne l'a pas fait, a fait donner un coup de main à Dak Prescott. On a repêché Tyler Booker, garde de l'Université d'Alabama. Ça, c'est un joueur qui amène de l'attitude. Au niveau des tests physiques, ça a été horrible pour lui, OK? Lors du camp d'évaluation de la NFL, lors du Combine. Mais quand tu regardes les bandes vidéo, écoute, il démolit tout, là, OK? Il déracine les plaqueurs. Pour le jeu au sol, il va aider Dallas. Il va aider Dallas, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est tout un bloqueur au sol. Ezeraku, également comme chasseur de cartes, de Marcus Lawrence a quitté, ça faisait longtemps qu'il était là. Là, ça va permettre, Ezeraku va pouvoir donner un coup de main à Michael Parsons pour presser les carrières adverses. Demi-coin, Chevron Ravel, qu'on a repêché. C'en est un qui s'est déchiré un ligament croisé antérieur. C'est pour ça que sa valeur a diminué. Mais il est très talentueux. Il a vraiment des bonnes mains. C'est un joueur qui crée des revirements. Là. Okay, les interceptions, il ne les échappe pas. Donc ça, c'est un beau potentiel. Donc, j'aime le repêchage des Cowboys. Mais la position de receveur après CD Lamb, c'est qui qu'on a? Peut-être qu'on a un gars Jonathan qui fait Mingo, man. d'entraînement l'année dernière. Ah non. On a repêché, on Mingo, a donné un choix de 4e round pour lui. Ouais, je sais. Hein. Puis, on n'aura pas un bon retour sur notre investissement. Okay? Jerry, là, Jerry, c'est un bonhomme d'affaires, mais celle-là, là, il n'y aura pas un bon retour sur son investissement. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, j'ai encore des questions. J'ai bien hâte de voir ça à l'attaque des Cowboys. Mais Jaden Blue, ça, c'est tout un joueur. C'est un joueur qui est explosif. Il va amener cette dimension-là au niveau du jeu aérien à la position de porteur de ballon. Mais à la position de receveur éloigné, c'est ça. CD Lamb, il va avoir au moins 2 couvreurs régulièrement, j'ai l'impression. Moi, je veux parler des Packers. On va y aller, commencer par la Mhm. petite stat historique. On a mis fin à une séquence de 23 ans Ouais. sans repêcher de receveur de passe en première ronde avec Matthew Golden. Sauf que là, Didier, là, si les receveurs de passe des Packers étaient un bar ou un restaurant à déjeuner sur le plateau, il y aurait un line-up dehors. Là, parce qu'on a, je comprends pas, on a repêché un autre receveur de passe en 3e ronde, Savion Williams. Là, on a un paquet, une myriade de receveurs de passe du côté des Packers. Je Moi, sais. ça me dit que le temps peut-être de Christian Watson à Green Bay est compté. On a encore Romeo Doubs, Dante Wicks, écoute, on a des receveurs de passe, mais je me questionne sur les autres aspects de, de l'équipe. Fallait absolument améliorer la tertiaire, selon moi, et on a adressé la position vraiment trop tardivement. On a repêché Micah Robinson en 6e ronde. C'est trop tard pour avoir un espoir de qualité à cette position-là. Fallait même améliorer la défense, peut-être même un joueur de ligne défensive. Vraiment, c'est un peu ça mon problème avec le repêchage des Packers, c'est qu'on a adressé la défense trop tardivement dans le repêchage. On a repêché des receveurs de passe. Je pense pas que Matthew Golden, on avait besoin d'un mâle alpha là, du côté des Packers. Matthew Golden, c'est un petit receveur de passe. C'est un autre, c'est pas vraiment, ce qu'on recherchait. Je pense qu'on aurait rêvé à voir aboutir, McMillan à Green Bay. Mais oui, c'est ça. On aurait dû peut-être, adresser la position ou la défense, spécialement la tertiaire, beaucoup plus tôt dans le repêchage pour les Packers. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'il y a juste un ballon, hein. Je ne sais pas si les Packers sont au courant de ça, là, mais là, ça fait beaucoup de receveurs. Tu sais, ça en fait énormément beaucoup. Moi, j'ai toujours des questions face à Jordan Love. Il m'a vraiment déçu l'année dernière. J'en avais avant le début de la saison. Jordan Love, essentiellement, il a connu une bonne deuxième moitié de saison en 2023. Là. C'est tout. Mais j'aurais aimé qu'on ajoute un joueur au sein du front, un joueur tu sais, qui est explosif, un chasseur de quart peut-être. Donc, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai des questions face au repêchage des Packers de Green Bay. Donc, je partage ton sentiment face à leur repêchage. Mais bref, on va voir ce que ça va donner.
Ben écoute, hey, on a fait le tour, Marc-André. Pour les gens qui écoutent le podcast, on espère bien sûr que cet épisode vous a plu. Pour les gens qui le regardent via YouTube, on va y aller de quelques annonces au cours des prochaines semaines. Il y a le camp d'entraînement des Alouettes qui s'en vient à grands pas. Là. Ça commence le 11 mai, on est le 1er mai déjà. C'est incroyable, Marc-André. Là. La saison de la Ligue canadienne qui est à nos portes. Là. Ça va aller très vite, le camp d'entraînement, parce qu'il y a la première semaine du camp. Déjà, à la fin de la deuxième semaine du camp, il va y avoir le premier match préparatoire à Montréal contre Ottawa. Et après ça, lors de la troisième semaine, les Alouettes vont jouer à Ottawa, donc vont affronter le Rouge et Noir 2 fois. Puis, dans le temps de le dire, ça va être le début de la saison régulière, donc ça va aller très vite au cours des prochaines semaines. Oui, absolument. Ouais, parfait. Écoute, hey, Marc-André, je te remercie. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé cet épisode du podcast Le Sac du Car. On vous reparle la semaine prochaine.